L'histoire de la Terre est celle de la Renaissance. Une planète qui est morte plusieurs fois et qui, malgré tout, a toujours trouvé un moyen de recommencer. Derrière le calme apparent des océans bleus et des forêts vertes, se cache un registre invisible, des couches de roches, de cendres et de fossiles qui racontent des ères de feu, de glace et de silence. La Terre n'a jamais été immobile. Elle palpite, respire et change à des échelles de temps que l'esprit humain peut à peine concevoir. Chaque montagne qui s'élève aujourd'hui fut autrefois le fond d'une mer. Chaque désert fut un lit fertile où la vie prospérait. Ce que nous appelons stabilité n'est qu'une pause entre deux effondrements. Depuis des milliards d'années, ce monde a été un laboratoire d'extrêmes. Il y eut des périodes où la chaleur faisait fondre les continents et d'autres où le froid gelait des océans entiers. La vie, obstinée et adaptable, a traversé tous ces contrastes, laissant de profondes cicatrices dans son parcours. Derrière chaque forêt, chaque être vivant qui respire, se cache une lignée qui a survécu à l'impossible. Rien sur Terre n'est nouveau et rien n'est permanent. Tout ce qui existe aujourd'hui est le fruit de nombreuses morts antérieures, d'écosystèmes disparus qui ont laissé place à d'autres, d'espèces éteintes qui ont ouvert la voie à des formes de vie plus aptes ou plus chanceuses. À certaines époques, la destruction n'est pas venue lentement. Elle fut soudaine, brutale et totale. D'immenses météores sont tombés du ciel, les mers se sont évaporées, les volcans ont recouvert la planète de cendres pendant des millénaires. Durant ces temps, l'équilibre fut brisé avec une telle violence que la vie ne tint qu'à un fil. Pourtant, sous les roches, dans les eaux les plus profondes et dans les régions les plus sombres, quelque chose persista. De minuscules micro-organismes et des formes simples de vie furent les graines qui, après chaque catastrophe, revinrent à fleurir. C'est ainsi que la Terre recommence, à partir du presque rien. Ce qui rend cette planète si singulière n'est pas seulement la présence de la vie, mais sa capacité à se reconstruire après chaque fin. Dans un univers où la destruction est la règle, la Terre se distingue comme un monde résilient. Les scientifiques appellent cela l'homéostasie planétaire, la capacité à maintenir un certain équilibre même après les plus grandes ruptures. Mais cet équilibre a un prix. Chaque fois que la planète est ébranlée, quelque chose est perdu à jamais. Des espèces entières, des lignées entières, disparaissent sans laisser d'héritiers. La Terre survit, mais elle ne redevient jamais la même. Les géologues étudient les traces de ces transformations dans les couches de roches. Chacune d'elles est comme une page d'un immense livre où l'on peut lire non seulement ce qui a vécu, mais aussi ce qui est mort. Certaines couches sont marquées par des cendres volcaniques, d'autres teintées de fer oxydé, d'autres encore contiennent des fossiles carbonisés, vestiges de catastrophes ayant effacé presque toute la biosphère. Dans ces indices, nous découvrons que la vie sur Terre n'a pas évolué en ligne droite, mais par bonds. De longues périodes de calme ont toujours été interrompues par des événements catastrophiques qui redéfinissaient tout ce qui existait. Ces épisodes, connus sous le nom d'extinction massive, sont rares à l'échelle géologique, mais dévastateurs dans leur impact. Lors de chacun d'eux, plus de 70% des espèces ont disparu. La diversité s'est contractée, le monde s'est tu, et le concept même de vie a été mis à l'épreuve. C'est dans ces moments que la planète est morte, non au sens littéral, mais comme métaphore de la quasi-annihilation de la biosphère. Et paradoxalement, c'est de ces morts que sont nés de nouveaux cycles. La destruction a ouvert la voie à des innovations biologiques, à l'émergence de nouvelles espèces, à des trajectoires évolutives qui n'auraient jamais existé sans l'effondrement précédent. En observant les archives fossiles, on remarque un schéma presque poétique. Chaque grande extinction est suivie d'une soudaine floraison de la vie. C'est comme si la planète devait effacer ce qui existait pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Après la glace, viennent les mers chaudes. Après les cendres, les forêts renaissent. Après le silence, le chant de la vie revient, différent, adapté, plus fort. Cette alternance entre destruction et création n'est pas une erreur, c'est l'essence même de l'existence terrestre. Au cours des prochaines heures, nous parcourrons ces aires de mort et de renaissance. Nous marcherons sur des mers asséchées, dans des forêts devenues charbon, et à travers des déserts où nageaient autrefois des créatures d'apparence impossible. Nous comprendrons comment chaque catastrophe n'a pas marqué la fin de la vie, mais le début d'une nouvelle phase. La Terre, après tout, est une planète qui ne cesse jamais de changer. Et peut-être que le plus grand secret de sa survie réside justement là, mourir juste assez pour pouvoir revivre.
Car la véritable histoire de ce monde n'est pas celle de la vie qui fleurit, mais celle de la vie qui résiste. Et c'est cette résistance silencieuse qui nous a conduits jusqu'ici. Avant de mourir et de renaître tant de fois, la Terre devait d'abord apprendre ce que signifiait vivre. Durant ces premiers milliards d'années, cette planète n'était pas le havre bleu et vert que nous connaissons aujourd'hui. C'était un monde de feu et de roches en fusion, couvert de tempêtes incessantes et de cieux étouffés par des gaz toxiques. La surface bouillonnait, les océans étaient acides, et l'air ne contenait pas d'oxygène respirable. Pourtant, au cœur de ce chaos, quelque chose commença à se produire. Un ensemble de réactions chimiques, à la fois simples et improbables, qui finirent par engendrer le plus grand miracle de l'histoire cosmique, la naissance de la vie. Dans les mers primordiales, riches en minéraux, en chaleur et en décharges électriques, des molécules commencèrent à s'unir pour former des chaînes de plus en plus complexes. Là, où la lumière pénétrait à peine et où l'énergie abondait, apparurent les premières structures capables de se reproduire. C'étaient des organismes simples, invisibles à l'œil nu, mais dotés d'une propriété qui allait tout changer, la capacité de se copier avec de petites variations. Ce fut le début de la sélection naturelle, un processus inconscient qui façonnerait toute la diversité biologique future. À partir de ces formes microscopiques, la planète commença à se transformer, lentement et silencieusement. Les premières colonies microbiennes se répandirent dans les mers, consommant et libérant des gaz, modifiant la composition chimique de leur environnement. Parmi elles apparurent les cyanobactéries, de minuscules êtres capables de quelque chose de révolutionnaire, la photosynthèse. Elles apprirent à capter l'énergie du soleil et à la transformer en nourriture, libérant de l'oxygène comme sous-produit. Ce fut le début d'une transformation planétaire sans précédent. Pendant des millions d'années, ces micro-organismes remplirent l'atmosphère d'oxygène, créant les conditions nécessaires à de nouvelles formes de vie, tout en provoquant le premier effondrement biologique de la Terre. L'oxygène, que nous associons aujourd'hui à la vie, fut alors un poison. Pour la plupart des formes primitives, il était mortel. Les cellules qui prospéraient dans des milieux sans oxygène commencèrent à mourir, étouffées par la nouvelle chimie de l'air. Les océans devinrent toxiques et leurs couches superficielles furent dévastées. La Terre connut alors sa première grande extinction, un paradoxe où la vie elle-même détruisit les conditions qui la soutenaient. Les survivants furent ceux qui s'adaptèrent au nouvel élément, ou trouvèrent refuge dans les profondeurs, loin de la lumière et de l'air. Avec le temps, la concentration d'oxygène se stabilisa et un nouvel équilibre apparut. Ce gaz, désormais abondant, réagit avec les minéraux, les roches et les métaux, transformant la planète entière. Le fer des océans s'oxyda, formant des couches rouges encore visibles aujourd'hui dans les roches anciennes, un témoignage minéral d'un événement biologique. À partir de là, l'atmosphère devint respirable et le ciel enfin prit sa couleur bleue. À partir de la destruction, la vie bâtit un monde nouveau. La réponse de la planète fut immédiate. L'augmentation de l'oxygène provoqua d'intenses changements climatiques. La chaleur diminua et une succession d'ères glaciaires balaya la Terre. Pour la première fois, la planète connut un gel global, ce que les scientifiques appellent la Terre boule de neige. Les océans entiers se solidifièrent et la lumière solaire réfléchie par la glace maintint le froid pendant des millions d'années. Pourtant, dans les profondeurs, près des sources hydrothermales et des failles volcaniques, la vie persista. Les bactéries et archées extrémophiles, des organismes capables de survivre à l'impossible, gardèrent la flamme de l'existence allumée. Cette période extrême qui aurait pu marquer la fin fut en réalité un catalyseur. Lorsque la glace commença à fondre, la planète ressurgit transformée. Les océans libérèrent les nutriments piégés et la photosynthèse refleurit. L'atmosphère, autrefois mince et instable, devint plus équilibrée. C'est dans ce nouveau cadre que la vie commença à expérimenter des formes plus complexes, évoluant d'organismes unicellulaires à des êtres multicellulaires. Cette transition fut lente, mais elle marqua le début de la véritable diversité biologique. Pour la première fois, des corps composés de millions de cellules coopérant entre elles apparurent, une stratégie qui permit de nouvelles fonctions, mouvements et structures. À mesure que la vie s'étendait, la planète continuait de réagir. L'apparition d'organismes plus grands augmenta la production de déchets, modifiant la chimie des océans. Les algues et les éponges primitives créèrent des zones oxygénées qui s'étendirent sur le plancher océanique. La croûte terrestre, quant à elle, se mit à bouger avec plus d'intensité.
Les plaques tectoniques réorganisaient les continents et ouvraient de nouvelles mers. La géologie et la biologie commencèrent à danser ensemble. Chaque mouvement des roches modifiait le climat et la vie s'adaptait pour survivre. Ce cycle d'action et de réaction entre la planète et les organismes devint la signature de la Terre. La vie devint une force géologique, aussi puissante que les volcans et les tempêtes. Elle façonnait la planète tout en étant façonnée par elle. Le sol, les montagnes, l'atmosphère, tout commença à porter la marque du vivant. Et pour la première fois, la Terre devint un système véritablement intégré, un monde où la biologie et la physique s'entremêlaient dans un équilibre délicat. Il y a environ 800 millions d'années. Cette interaction atteignit un point critique. Les changements climatiques provoqués par l'activité biologique créèrent un environnement instable, mais fertile. Les mers devinrent des laboratoires d'évolution accélérés. De nouvelles formes de vie apparurent. Des créatures dotées de symétrie, de tissus et de mouvements propres. De petits animaux commencèrent à ramper sur les fonds marins, se nourrissant de sédiments et de bactéries. Ce fut le prélude à une explosion biologique sans précédent, qui transforma la planète et ouvrit un nouveau chapitre de l'existence. La Terre apprenait à vivre, et bientôt, elle apprendrait aussi à mourir. Car toute création sur cette planète s'accompagne d'une destruction équivalente, et la vie, depuis ses débuts, n'a été qu'une réponse à l'instabilité du monde qui l'abrite. Pendant des centaines de millions d'années, la vie avait prospéré dans les mers peu profondes. La planète était une mosaïque d'îles et d'archipels entourés d'océans tièdes, riches en nutriments et peuplés de créatures fascinantes. Trilobites, brachiopodes, coraux primitifs et algues calcifiées formaient des écosystèmes luxuriants, tels des jardins immergés où la diversité croissait à un rythme soutenu. L'atmosphère devenait de plus en plus stable et le soleil éclairait un monde qui semblait trouver son équilibre. Mais la Terre, comme toujours, ne resta pas tranquille bien longtemps. Quelque chose de profond commença à changer dans les entrailles de la planète. Les plaques tectoniques, en mouvement constant, poussaient lentement les continents vers le pôle sud. Des montagnes s'élevèrent et le climat global entama une transformation silencieuse. Le dioxyde de carbone, autrefois abondant, fut retiré de l'atmosphère à mesure que les nouvelles roches captaient ce gaz par des processus d'érosion. Ce détail, en apparence anodin, fut la mèche d'une catastrophe planétaire. Avec moins de dioxyde de carbone dans l'air, l'effet de serre s'affaiblit et la chaleur commença à s'échapper dans l'espace. Le froid s'abattit sur la planète avec la lenteur d'une malédiction. D'abord vinrent les vents polaires, puis les glaciers. En quelques centaines de milliers d'années, un clin d'œil à l'échelle géologique, d'immenses calottes de glace recouvrirent le supercontinent Gondwana. Le niveau des mers chuta et de vastes zones littorales s'asséchèrent. Les océans, jadis tièdes et féconds, devinrent froids et pauvres. La chaîne alimentaire marine, base de toute vie à cette époque, commença à s'effondrer. Les espèces adaptées aux eaux peu profondes perdirent tout simplement leur habitat. Des milliers d'organismes furent piégés dans des zones gelées ou échoués dans des mers en retrait. Ce qui suivit fut le premier effondrement global de la biosphère. On estime que 85% des espèces marines disparurent. Les coraux se fossilisèrent en squelettes abandonnés. Les trilobites, autrefois dominants, furent réduits à quelques lignées résistantes. La vie marine, jusque-là l'unique forme de vie complexe existante, affronta sa première grande épreuve. La Terre s'était muée en une boule de glace bleu-gris, réfléchissant tant de lumière solaire que le froid se perpétuait en un cycle cruel. La glace s'étendait sur des milliers de kilomètres, écrasant les continents, déviant les vents et emprisonnant des océans entiers sous d'épaisses couches de silence. Mais, paradoxalement, cette même glace portait la graine du salut. À mesure que les glaciers avançaient, ils entraînaient des sédiments riches en minéraux et lorsqu'ils commencèrent enfin à fondre, ces nutriments retournèrent vers les mers. La débâcle apporta un déferlement de vie microscopique, réactivant la photosynthèse marine. La planète, dans sa propre façon de respirer, alternait entre effondrement et reprise. Cette oscillation entre froid et douceur dura des millions d'années, et chaque cycle éliminait davantage d'espèces tout en ouvrant un espace à de nouvelles formes d'existence. Les survivants étaient rares mais tenaces. De petits organismes adaptés au froid, capables de supporter de faibles niveaux d'oxygène, prospérèrent sur les marges des glaciers. Des espèces vivant en eau profonde, loin des zones gelées, parvinrent à résister. C'est dans ces refuges obscurs que la vie se maintint
en attendant l'occasion de recommencer. Lorsque les températures finirent par remonter, les mers s'étendirent de nouveau. Les eaux de fonte charrièrent des sédiments fertiles et une nouvelle vague de diversification commença. La Terre, une fois encore, se relevait de sa propre destruction. Les preuves de cet événement demeurent gravées dans les roches. Des couches riches en isotopes de l'oxygène indiquent l'avancée et le recul des glaciers. Des fossiles interrompus brutalement révèlent l'extinction soudaine de lignées entières. L'archive géologique montre clairement deux phases de destruction. La première causée par le gel extrême et la seconde, paradoxalement, provoquée par le dégel rapide qui suivit. Lorsque la glace fondit, d'énormes quantités de nutriments furent déversées dans les mers, déclenchant une prolifération incontrôlée d'algues. Ces efflorescences consommèrent l'oxygène de l'eau, étouffant tout ce qui restait vivant. La planète avait survécu à la glace pour mourir d'asphyxie. Pourtant, cet épisode terrible fut déterminant pour façonner la Terre que nous connaissons. Il réorganisa les écosystèmes marins et ouvrit un espace à de nouvelles espèces. Parmi les survivants, apparurent des organismes plus adaptables, dotés de systèmes respiratoires plus efficaces et de corps plus résistants. Cette sélection impitoyable forgea les fondations de la vie moderne. Après le froid, les mers retrouvèrent leur éclat. Les coraux réapparurent, les trilobites se diversifièrent à nouveau et de nouveaux groupes de poissons commencèrent à émerger. L'extinction ordovicienne silurienne avait été dévastatrice, mais aussi libératrice. La planète avait appris une nouvelle leçon. L'équilibre est fragile, et chaque cycle de destruction renouvelle la diversité. Dès lors, la vie se mit à occuper des niches plus variées, s'étendant vers de nouvelles profondeurs et latitudes. Le climat se stabilisa de nouveau, et une lente reconquête s'étira sur des dizaines de millions d'années. C'était comme si la Terre reprenait son souffle après un long cauchemar. Aujourd'hui, en observant cet événement lointain, les scientifiques discernent un schéma qui se répéterait à de nombreuses reprises. Chaque grande extinction est précédée d'un déséquilibre climatique et accompagnée d'une réorganisation totale de la planète. La Terre, dans sa sagesse géologique, semble utiliser la destruction comme un outil de renouveau. L'extinction ordovicienne silurienne en fut la première preuve. Un avertissement silencieux. Aussi abondante qu'elle paraisse, la vie dépend d'un fil ténu que la planète elle-même peut rompre à tout moment. Et même après cette première grande fin, le monde ne resta pas en paix bien longtemps. L'équilibre à peine retrouvé apporta une fois encore des excès, des transformations et des morts. Car sur la Terre, tout recommencement a un prix. Après des millions d'années de récupération, la Terre refleurit. La glace s'était retirée, les mers étaient redevenues tièdes et pleines de vie. Durant la période dévonienne, il y a environ 380 millions d'années, la planète respirait un nouvel équilibre. C'était l'âge des poissons, une époque où les océans fourmillaient de créatures aux formes et aux tailles dignes d'un rêve. Requins primitifs, poissons cuirassés aux plaques osseuses et étranges êtres aux mâchoires puissantes régnaient sur les eaux. Les coraux formaient d'immenses récifs, et la vie végétale commençait à conquérir les terres. C'était un monde en transition, et comme toute transition, il allait être bouleversé. Les plantes étaient devenues une force géologique. De profondes racines pénétraient le sol, libérant des acides qui érodaient les roches. Ce processus libérait des minéraux qui, entraînés par la pluie, se déversaient dans les mers. La photosynthèse des forêts augmentait la quantité d'oxygène dans l'atmosphère tout en réduisant le dioxyde de carbone. Le climat commença à se rafraîchir, subtilement mais constamment. Ce triomphe apparent de la vie végétale serait aussi le déclencheur d'une nouvelle extinction. Une fois encore, la vie elle-même allait modifier la planète au point de menacer sa propre survie. À mesure que les forêts s'étendaient le long des continents, le sol commença à accumuler de la matière organique, incomplètement décomposée. Le carbone fut piégé, affaiblissant encore davantage l'effet de serre. Les océans commencèrent à en ressentir les conséquences. La baisse des températures et les déséquilibres chimiques entraînèrent une diminution de l'oxygène dissous. De vastes zones marines devinrent mortes, incapables de soutenir la vie. Les récifs, autrefois éclatants, commencèrent à pâlir. Le bleu des mers céda la place à des teintes sombres, et l'abondance marine s'effondra. Les éruptions volcaniques aggravèrent la situation. Durant le Dévonien tardif, la planète connut de vastes épisodes de volcanisme qui relâchèrent des gaz toxiques et des cendres dans l'atmosphère. L'équilibre chimique des océans fut rompu. Des pluies acides tombèrent sur les forêts et des rivières empoisonnées
acheminèrent des métaux lourds vers la mer. Le résultat fut un empoisonnement à l'échelle planétaire. Ce que le froid n'avait pas détruit fut étouffé par la chimie altérée de la Terre. Le cycle de vie marine, florissant depuis des dizaines de millions d'années, s'effondra en un instant à l'échelle géologique. Les créatures qui dominèrent les mers, surtout les grands poissons cuirassés, disparurent presque entièrement. Trilobites, coraux et brachiopodes connurent un déclin dramatique. Les eaux devinrent troubles et pauvres en oxygène, et seules les espèces les plus petites et les plus robustes survécurent. On estime que plus de 70% des espèces marines s'éteignirent. La vie terrestre, qui commençait tout juste à émerger hors de l'eau, fut elle aussi touchée. Nombre de premières plantes et d'amphibiens primitifs périrent avec leurs habitats, incapables de supporter les variations extrêmes de température et d'humidité. Pendant un temps, la planète sombra dans un silence presque total. L'atmosphère devint dense et froide. Les courants océaniques s'immobilisèrent et la pluie prit un goût métallique de soufre. Le soleil, filtré par les couches de gaz et de poussière volcanique, perdit son éclat. Ce fut une période d'instabilité et de ténèbres, un moment où la Terre semblait avoir oublié comment soutenir la vie. Pourtant, comme toujours, le chaos préparait le terrain pour quelque chose de nouveau. Au fil des millions d'années, les systèmes naturels commencèrent à se rééquilibrer. Les cendres volcaniques, riches en minéraux, fertilisèrent les sols. Les forêts repoussèrent, restaurant les cycles d'humidité. Les océans retrouvèrent lentement de l'oxygène et les zones mortes commencèrent à reculer. La vie réapparut, timide, dispersée, mais tenace. De petits poissons osseux, plus légers et plus adaptables, remplacèrent les géants cuirassés disparus. Des coraux plus résistants bâtirent de nouveaux récifs. Et sur les rivages marécageux, une transformation silencieuse débuta. Parmi les survivants du Dévonien se trouvaient des créatures amphibies primitives, des êtres dotés de nageoires robustes leur permettant de se soutenir sur le sol pendant de courtes périodes. Ces organismes donnèrent naissance aux premiers vertébrés terrestres. Ce qui n'était qu'une adaptation à la rareté d'oxygène dans l'eau devint le commencement d'une nouvelle ère. Les animaux apprenaient à respirer l'air, et la Terre assistait pour la première fois à la conquête du milieu terrestre. Du désastre écologique naquit la diversité qui dominerait les âges à venir. Les géologues et paléontologues étudient le Dévonien tardif comme un tournant dans l'histoire de la vie. Les couches de roches de cette époque portent les marques claires de la catastrophe, dépôts noirs de matière organique accumulée, traces d'anoxie océanique et fossiles brusquement interrompus. C'est le portrait d'une Terre presque effondrée sous le poids de ses propres transformations, mais aussi la preuve que la destruction ouvre la voie à l'innovation biologique. La planète ne se contenta pas de retrouver ce qu'elle avait perdu, elle se réinventa. Après le Dévonien, la vie ne fut plus jamais la même. La planète avait appris à survivre dans des environnements multiples. Les forêts s'étendirent à l'intérieur des continents et les premiers écosystèmes complexes émergèrent hors de l'eau. L'extinction des grands poissons libéra de l'espace pour de nouvelles lignées de vertébrés et d'invertébrés. L'atmosphère elle-même changea. L'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone devint plus dynamique, régulé par l'interaction entre plantes, sols et océans. Ce qui avait commencé comme une crise se transforma en métamorphose. Le deuxième grand effondrement de la planète montra que la vie ne fait pas que résister, elle se transforme. Les extinctions ne sont pas des fins, mais des pauses entre les actes d'une même pièce géologique. Chaque événement remanie la scène et redéfinit les personnages. Au Dévonien, la planète faillit succomber à sa propre fertilité, mais des cendres surgirent les premiers signes d'une vie terrestre. C'était le prélude d'une nouvelle ère, au cours de laquelle la Terre mourrait et renaîtrait, à des échelles encore plus grandioses. Le monde avait survécu une fois de plus, mais l'équilibre était illusoire. Sous la surface, d'immenses pressions s'accumulaient et les vents de la destruction soufflaient déjà. Le prochain acte de l'histoire de la Terre serait le plus sombre de tous. Le véritable apocalypse était encore à venir. La planète avait appris à survivre, mais non à se reposer. Après le Dévonien, la vie fleurit avec une force impressionnante. Des forêts couvraient des continents entiers, les mers étaient vastes et peuplées de créatures étranges, et les premiers reptiles commencèrent à se répandre dans les régions arides. Le monde était plein de possibilités, et chaque espèce semblait trouver sa place dans l'équilibre naturel. Mais sous la surface, quelque chose de terrible mûrissait.
La Terre se préparait pour le plus grand événement de destruction de toute son histoire, un effondrement si profond qu'il effacerait presque tout ce qui avait évolué jusqu'alors. Cet épisode deviendrait connu sous le nom de l'extinction du Permien, le moment où la Terre faillit mourir entièrement. Le décor était celui d'une planète différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Tous les continents étaient réunis en un seul bloc de terre, la Pangée, une immense masse continentale entourée d'un océan global appelé Pantalassa. Cette configuration extrême engendrait des climats tout aussi extrêmes. Les régions intérieures de la Pangée étaient arides, chaudes et inhospitalières, tandis que les marges étaient tempérées et fertiles. L'absence de mer intérieure empêchait la régulation thermique, et la planète oscillait entre sécheresse brûlante et tempêtes dévastatrices. Pourtant, la vie prospérait. Les reptiles se diversifiaient, les insectes atteignaient des tailles colossales, et les forêts de conifères et de fougères géantes dominaient le paysage. C'était un monde vibrant et sur le point de s'effondrer. Tout commença par le feu. Il y a environ 252 millions d'années, une série d'éruptions volcaniques monumentales dévasta la région correspondant aujourd'hui à la Sibérie. Ces éruptions ne durèrent pas des jours ni des siècles. Elles s'étendirent sur plus d'1 million d'années. Des millions de kilomètres cubes de lave recouvrirent d'immenses territoires, libérant des quantités colossales de gaz dans l'atmosphère. Dioxyde de carbone, méthane, soufre et autres composés toxiques empoisonnèrent l'air. Le climat terrestre s'effondra. Les températures moyennes grimpèrent rapidement. L'effet de serre, amplifié par l'accumulation démesurée de gaz, transforma la planète en une serre suffocante. Les océans absorbèrent l'excès de dioxyde de carbone et devinrent de plus en plus acides. L'eau chaude perdit sa capacité à retenir l'oxygène et d'immenses zones marines devinrent anoxiques, dépourvues de toute vie. Tout ce qui dépendait de l'oxygène commença à mourir lentement. Les créatures marines, qui avaient dominé la planète pendant des centaines de millions d'années, furent les premières à périr. Les coraux disparurent, les trilobites s'éteignirent définitivement, et presque tous les organismes à coquilles ou à squelettes se dissolurent dans l'acidité des mers. Pendant ce temps, sur les terres, l'air devint toxique. Des pluies acides incendièrent des forêts entières. Le sol s'appauvrit et les plantes ne purent se régénérer. Avec la disparition de la végétation, les chaînes alimentaires terrestres s'effondrèrent. Les insectes géants, qui avaient prospéré pendant des millions d'années, disparurent entièrement. Reptiles et amphibiens moururent en masse, incapables de trouver abri ou nourriture. La planète entra dans un état de désolation presque totale. On estime que 95% de toutes les espèces furent anéanties. Ce fut le point le plus bas de l'histoire de la vie sur Terre. Le paysage du Permien final était infernal. Le sol craquelé, couvert de cendres, l'air dense, irrespirable, le ciel envahi de suie et d'éclairs rouges. Le soleil, voilé par des particules de soufre, brillait faiblement comme une lampe lointaine derrière un rideau de fumée. Des tempêtes électriques traversaient des continents calcinés, et les océans, saturés de gaz, relâchaient des bulles de méthane qui enflammaient la surface en flammes bleutées. Pendant des millénaires, la planète brûla. L'équilibre qui soutenait la biosphère s'était rompu de façon irréversible. La Terre était devenue un désert ardent et silencieux. Mais même dans ce décor de ruines totales, la vie refusa de disparaître. Dans les abysses océaniques, des micro-organismes adaptés au manque d'oxygène continuèrent à prospérer. Des bactéries méthanogènes, capables de survivre dans des conditions toxiques, formèrent des colonies dans les failles hydrothermales. De petits reptiles et insectes, réfugiés dans des abris souterrains, résistèrent aux vagues de chaleur et d'obscurité. Ils étaient peu nombreux, mais suffisants pour préserver la continuité fragile de la vie. Dans son agonie, la planète gardait une étincelle de survie cachée dans les ombres. Après des millions d'années de dévastation, le volcanisme commença à s'éteindre. Les pluies purifièrent peu à peu l'atmosphère et le climat se stabilisa lentement. Les températures chutèrent et de nouvelles forêts apparurent dans les régions les plus humides. Le sol retrouva une partie de ses nutriments et le cycle de la vie se réorganisa. Pourtant, la Terre qui émergea du Permien était méconnaissable. Les espèces dominantes avaient disparu, les écosystèmes furent recomposés. C'était comme si la planète avait été réinitialisée, une page blanche dans le livre de l'évolution. Les scientifiques appellent cet événement la Grande Mort, et à juste titre.
Aucun autre moment de l'histoire géologique ne fut aussi dévastateur. La planète faillit perdre sa capacité à abriter la vie complexe. Mais c'est précisément cet anéantissement qui ouvrit la voie à quelque chose de nouveau. Les rares survivants, petits reptiles, plantes résistantes à la chaleur et micro-organismes, devinrent les ancêtres des lignées qui domineraient le chapitre suivant de l'histoire de la Terre. Le monde avait brûlé jusqu'à sa limite, et des cendres, un nouveau cycle était sur le point de commencer. L'apocalypse du Permien ne fut pas seulement la plus grande catastrophe biologique jamais enregistrée. Elle fut aussi le tournant qui prépara la planète à l'émergence des dinosaures, des mammifères, et bien plus tard de nous-mêmes. Le feu, la mort et le silence laissèrent place à une renaissance. Une fois encore, la Terre prouva que, même face à l'extinction absolue, la vie trouve toujours un moyen de persister. La planète expira après la destruction, un souffle chaud, épuisé, mais chargé de promesses. Car, dans sa nature cyclique, la Terre ne connaît pas la notion de fin, seulement celle du recommencement. La Terre avait traversé l'enfer. Après la grande mort du Permien, la planète était méconnaissable. Les continents calcinés, les océans empoisonnés, l'air dense et saturé de cendres. La vie, réduite à quelques survivants dispersés, frôlait l'extinction totale. Mais l'histoire de la Terre ne s'achève jamais dans le silence. Lentement, après des millions d'années de destruction, le monde recommença à respirer. C'était le début d'une nouvelle ère, le Mautria. Une période de reconstruction où la planète blessée apprit à renaître de ses propres cendres. Les premiers millions d'années qui suivirent le Permien furent marqués par l'instabilité. Le climat oscillait encore entre chaleur extrême et refroidissement passager. Les volcans continuaient à libérer des gaz et l'atmosphère tentait de retrouver son équilibre chimique perdu. Les mers, saturées de dioxyde de carbone, restaient acides et troubles. Mais peu à peu, de nouvelles chaînes alimentaires commencèrent à se former. Des bactéries et des algues microscopiques réapparurent, suivies de petits crustacés et mollusques. La vie, une fois de plus, recommençait depuis les profondeurs, reconstruisant ce qui avait été effacé. Sur les terres émergées, le paysage était désolé. Les forêts avaient disparu, remplacées par des déserts rougeâtres et d'immenses dunes. Des pluies acides tombaient encore à certains endroits, corrodant les roches et déposant des minéraux dans les rivières. Pourtant, de petites plantes pionnières commencèrent à surgir, mousses, lichens et fougères, poussant sur des sols à peine formés. Elles préparèrent le terrain pour le retour d'une végétation plus vaste. Cette renaissance végétale fut essentielle. Elle restitua l'oxygène à l'atmosphère et contribua à stabiliser le climat. La planète, pas à pas, reconstruisait sa propre respiration. Les animaux, eux aussi, commencèrent à se diversifier. De petits reptiles, descendants des rares survivants du Permien, explorèrent de nouveaux environnements. Certains s'adaptèrent aux rives des fleuves, d'autres aux zones désertiques. Ces créatures allaient devenir les ancêtres des groupes qui domineraient la Terre pendant des millions d'années. Parmi eux se trouvaient les premiers Compsarchosaures, un groupe de reptiles qui donnerait naissance à la fois aux dinosaures et aux grands crocodiliens. Petits, rapides et résistants à la chaleur, ils prospéraient là où d'autres formes de vie échouaient. Pendant que les animaux recolonisaient la terre ferme, la planète subissait des transformations géologiques profondes. Les forces internes de la Terre commencèrent à fracturer lentement la Pangée. Des fissures s'ouvrirent, de nouveaux océans se formèrent, et la carte du monde se redessinait une fois encore. Cette fragmentation libéra de l'énergie et des gaz qui aidèrent à stabiliser la température globale. L'équilibre thermique revenait, et avec lui la diversité biologique s'accélérait. Les océans, désormais moins acides, redevenaient fertiles. Les coraux recommencèrent à croître, et de nouvelles espèces de poissons apparurent. De petits amphibiens ayant survécu au Permien partageaient désormais leur habitat avec des reptiles marins récemment évolués, tels que les ichthyosaures, des créatures hydrodynamiques rappelant les dauphins primitifs. Ils représentaient l'une des premières tentatives de la vie pour reconquérir la haute mer après la destruction totale. La diversité biologique s'étendait dans toutes les directions, et la planète retrouvait peu à peu son éclat perdu. Au Trias, le monde était celui des extrêmes. Les saisons demeuraient imprévisibles, le climat aride dominait de vastes régions, et les orages électriques étaient fréquents. L'absence de végétation dense faisait refléter la chaleur sur le sol, créant d'immenses zones désertiques. Malgré cela, la vie persistait.
Les plantes à graines, comme les conifères, commencèrent à dominer le paysage. Ne dépendant plus de l'eau pour se reproduire, elles disposaient d'un avantage décisif dans un monde sec. Avec le retour des forêts vinrent les insectes, les petits vertébrés et peu à peu les prédateurs. C'est dans cet environnement d'adaptation que les premiers dinosaures apparurent. Ils n'étaient pas encore des géants. Petits, légers et rapides, leur structure corporelle leur permettait de supporter la chaleur et de parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. Pendant ce temps, d'autres reptiles développèrent des ailes membraneuses et apprirent à planer entre les arbres. C'étaient les premiers septérosaures qui allaient ouvrir la voie à la conquête du ciel. La terre, jadis théâtre de cendres et de silence, résonnait de nouveau du mouvement de la vie, mais la reconstruction ne fut pas linéaire. Plusieurs vagues d'extinction mineure eurent lieu au cours du Trias. Les volcans restaient actifs, libérant des gaz toxiques qui obscurcissaient parfois le ciel pendant des décennies. La planète, encore instable, semblait tester sa propre endurance. Pourtant, chaque crise était suivie d'une nouvelle flambée d'évolution. La diversité augmentait à chaque épreuve. Les écosystèmes, encore jeunes, apprenaient à équilibrer énergie, climat et matière organique. La vie devenait plus forte, plus adaptable, plus ingénieuse. Dans les profondeurs des océans, les organismes développèrent de nouvelles stratégies de survie. Les mollusques et ammonites construisirent des coquilles plus résistantes à l'acidité. Les poissons diversifièrent leur forme et leur taille. Les coraux évoluèrent en colonies plus compactes, capables de résister à de fortes variations de température. Sur la terre ferme, les premiers mammifères primitifs, descendants des synapsides, commencèrent à apparaître. Petits, nocturnes et couverts d'un fin pelage, ils possédaient une nouvelle caractéristique, la régulation de la température corporelle, une clé majeure du succès évolutif futur. La reconstruction du Trias fut une ère d'expérimentation. La planète entière semblait tester différentes formes d'organisation biologique, comme en quête d'une nouvelle harmonie après le chaos. La vie, marquée par la mémoire de la destruction, était devenue plus créative et plus résiliente. Tout ce qui avait survécu au Permien possédait une force presque surnaturelle, une capacité d'adaptation qui allait façonner les 200 millions d'années suivantes de l'histoire terrestre. Lorsque la Pangée commença à se fragmenter davantage, le climat se transforma à nouveau. Les bordures continentales devinrent fertiles et d'immenses lacs et rivières apparurent, donnant naissance à de nouveaux écosystèmes. Les premiers dinosaures commencèrent à se diversifier. Certains devinrent de robustes herbivores, d'autres des prédateurs rapides et redoutables. En quelques millions d'années, ils allaient occuper presque tous les habitats de la planète. Mais une ombre persistait à l'horizon. Le Trias, bien qu'ère de renaissance, s'achèverait brutalement, par une nouvelle extinction qui ouvrirait la voie à la domination définitive des dinosaures. Le cycle de destruction et de recommencement était loin d'être terminé. Fidèle à son modèle, la Terre préparait déjà le chapitre suivant. La planète avait survécu au feu, à l'asphyxie et à la solitude. À présent, elle se reconstruisait, apprenant à vivre de nouveau. Mais, comme dans toute histoire sur ce monde, l'équilibre ne serait que temporaire. La vie ne le savait pas encore, mais un nouvel effondrement approchait, et avec lui, la naissance d'une ère de géants. Le Trias avait été la scène de la reconstruction, le lent retour de la vie après la plus grande catastrophe de l'histoire de la Terre. Mais, comme toujours, l'équilibre que la nature atteint n'est qu'une pause entre deux extrêmes. Après des millions d'années de rétablissement, la planète commença à se transformer de nouveau. Ce qui avait commencé comme une renaissance allait culminer par une nouvelle extinction mondiale. L'extinction du Trias jurassique représenta le quatrième grand effondrement de la biosphère, une transition violente qui ouvrit la voie à la domination des dinosaures et à une nouvelle organisation de la vie terrestre. La Terre n'était plus la même qu'au temps du Permien. Les continents encore réunis dans l'immense Pangée commençaient à se fragmenter. Des fissures parcourèrent le supercontinent et le magma, s'échappant de ces fractures, formait d'immenses plaines de basalte. C'était le début de la séparation des masses continentales qui donnerait plus tard naissance aux continents actuels. Cette rupture géologique libéra des quantités colossales de dioxyde de carbone et de méthane, des gaz qui transformèrent rapidement le climat. La planète, autrefois aride et instable, entra dans un nouveau cycle de réchauffement. Les températures mondiales augmentèrent, brusquement. Des régions autrefois tempérées devinrent désertiques. Les calottes polaires disparurent.
Les mers s'évaporèrent plus vite, et l'humidité accumulée engendrait des tempêtes violentes qui balayaient les marges continentales. La chimie des océans commença à se modifier. L'acidité augmenta et d'immenses zones devinrent anoxiques. Les créatures marines, notamment les coraux et les mollusques, subirent un effondrement dramatique. En quelques centaines de milliers d'années, des chaînes alimentaires entières s'effondrèrent. La mer, qui avait été le refuge de la vie depuis son origine, redevenait un lieu hostile. Pendant ce temps, les éruptions volcaniques se poursuivaient sans répit. La planète semblait battre au rythme du feu intérieur. Les scientifiques nomment cette séquence d'événements l'alloprovince magmatique de l'Atlantique central, l'une des plus vastes manifestations volcaniques jamais enregistrées. Le dioxyde de carbone émis bouleversa l'équilibre atmosphérique, provoquant un effet de serre incontrôlé. Les forêts commencèrent à se dessécher, les sols se fissurèrent, et les espèces adaptées au climat stable du Trias ne purent réagir à temps. L'air devint chaud, lourd et chargé de poussière. Des pluies acides retombèrent sur les paysages, détruisant la végétation et modifiant le pH des rivières et des lacs. Les conséquences furent dévastatrices. On estime qu'environ 80% des espèces du Trias disparurent. Dans les mers, les ammonites et les poissons primitifs furent décimés. Sur la terre ferme, de nombreux reptiles et amphibiens, y compris les grands prédateurs qui dominaient les écosystèmes, s'éteignirent complètement. Les paysages, jadis pleins de diversité, devinrent vides et silencieux. Les forêts se transformèrent en plaines arides, et la planète sombra de nouveau dans un effondrement prolongé. C'était comme si la Terre, encore épuisée par le Permien, avait été contrainte de mourir une fois de plus. Mais comme toujours, la destruction laissa place à la création. Dans les intervalles entre les éruptions, l'excès de dioxyde de carbone stimula la photosynthèse des plantes survivantes. Des espèces résistantes à la chaleur et à la sécheresse se répandirent rapidement. De petits reptiles légers et agiles, parmi eux les bien premiers dinosaures, commencèrent à prospérer. Contrairement à leurs ancêtres, ils régulaient mieux leur température corporelle, possédaient une posture droite et des os creux, ce qui leur permettait de se déplacer avec aisance. Dans un monde d'extrêmes, la légèreté devint un avantage évolutif décisif. À mesure que les écosystèmes se reconstruisaient, ces dinosaures se multiplièrent et se diversifièrent. Avec la disparition des grands prédateurs du Trias, la voie était libre pour qu'ils deviennent les nouveaux maîtres de la Terre. De gigantesques herbivores se répandirent dans les forêts renaissantes, tandis que des carnivores développèrent des dents acérées et des corps adaptés à la chasse. C'était le début d'une domination absolue qui durerait les 150 prochains millions d'années. Après une nouvelle catastrophe, la planète retrouvait un équilibre fragile à l'ombre des géants. Les océans, eux aussi, trouvèrent de nouveaux souverains. Les poissons osseux se diversifièrent, et les reptiles marins comme les ichthyosaures et les plésiosaures devinrent les prédateurs dominants. Le cycle de la vie repartait dans toutes les directions, portant les cicatrices de ce qui avait été perdu. Les espèces du Jurassique naquirent d'un monde transformé, où chaque organisme était le fruit direct de la sélection imposée par la catastrophe précédente. La Terre venait de subir une nouvelle épreuve naturelle, un filtre cruel qui éliminait l'inadapté et récompensait ce qui pouvait changer. Les scientifiques étudient l'extinction du Trias jurassique comme une frontière entre deux époques. Les preuves conservées dans les roches révèlent une transition abrupte, marquée par des couches de basalte et de cendres volcaniques mêlées à des fossiles. Les isotopes du carbone témoignent de violentes fluctuations dans la composition de l'atmosphère. C'est un portrait clair de la manière dont la planète réagit, de façon imprévisible, à ses propres bouleversements internes. Même les espèces les mieux adaptées peuvent disparaître lorsque la Terre décide de redéfinir ses règles. Cet événement fut moins explosif que celui du Permien, mais tout aussi décisif. Il effaça l'ancien monde et ouvrit la scène du chapitre le plus célèbre de l'histoire naturelle, l'ère des dinosaures. Les créatures survivantes émergèrent sur une planète renouvelée, où la chaleur, l'humidité et l'abondance de végétation créèrent des conditions idéales pour l'épanouissement des plus grands animaux jamais apparus sur Terre. C'était le commencement du Jurassique, une époque où la vie allait atteindre un nouveau sommet de diversité et de splendeur. L'extinction du Trias jurassique fut à la fois une fin et un commencement, un effondrement qui détruisit un monde ancien et prépara le terrain pour un autre. Et, une fois encore, la Terre prouva que toute mort n'est qu'un intervalle avant l'émergence d'une nouvelle forme de vie.
Après des millions d'années de chaos et de feu, la planète recommença à respirer. Le Trias s'était achevé dans les flammes, mais des cendres naquit un nouveau monde, plus vert, plus humide et plus fertile. C'était le début du Jurassique, une période durant laquelle la Terre renaissait à une échelle grandiose. Les forêts s'étendirent, les mers devinrent tièdes et pleines de vie, et les cieux commencèrent à se remplir de créatures défiant l'air lui-même. La planète s'était reconstruite, et désormais, elle appartenait aux dinosaures. Le monde jurassique était un paradis tropical. La fragmentation de la Pangée avait créé des mers intérieures et des continents bordés de lacs et de plaines humides. L'humidité nourrissait des pluies régulières et la chaleur constante rendait les forêts luxuriantes. Les fougères géantes, les cycadées et les conifères dominèrent le paysage, formant des environnements idéaux pour l'apparition de créatures aux proportions colossales. C'est dans ce décor que les dinosaures cessèrent d'être de petits survivants pour devenir les plus grands animaux terrestres de tous les temps. La diversité qui en résulta fut extraordinaire. Les herbivores géants, tels que les sauropodes, atteignirent des longueurs de plusieurs dizaines de mètres. Leur long cou leur permettait d'atteindre la cime des arbres, tandis que leur queue lourde et flexible servait de défense contre les prédateurs. Chaque pas de ces géants faisait trembler le sol, et le son de leurs mouvements résonnait dans les plaines comme le battement vivant de la planète. En contraste, des prédateurs tels que les allosaures devinrent agiles et intelligents, chassant en groupe et s'adaptant à des proies toujours plus grandes. La Terre s'était transformée en un théâtre de géants. Les océans, eux aussi, vibraient d'une nouvelle vie. Les coraux modernes reconstruisirent des récifs colorés, et les mollusques tels que les ammonites peuplaient les mers en abondance. Les reptiles marins régnaient sur les eaux ouvertes. Les ichthyosaures, semblables à des dauphins, fendaient la mer à une vitesse impressionnante, tandis que les plésiosaures, dotés de longs coups et de puissantes nageoires, dominaient les profondeurs. La vie marine fleurissait comme jamais auparavant, et les réseaux écologiques devenaient de plus en plus complexes. C'était un monde qui semblait enfin avoir trouvé l'harmonie. Dans le ciel, de nouvelles formes de vie apparurent. Les ptérosaures, descendants de reptiles du Trias, devinrent les maîtres des airs. Leurs ailes membraneuses pouvaient atteindre d'immenses envergures, et beaucoup arboraient des crêtes colorées et des comportements sociaux élaborés. Ils furent les premiers vertébrés à conquérir le vol actif, inaugurant un nouveau règne du vivant, celui de l'air. Le ciel, autrefois silencieux, était désormais peuplé de planeurs et de chasseurs ailés survolant forêts et rivages. C'était un spectacle biologique en 3 dimensions. Pendant ce temps, de petits mammifères primitifs se cachaient dans l'ombre. Descendants des synapsides, ils étaient discrets, nocturnes et vivaient sous la domination absolue des reptiles géants. Ils se nourrissaient d'insectes, de fleurs et de petits fruits. Leur insignifiance apparente dissimulait une importance capitale. Ces minuscules survivants représentaient la continuité d'une lignée qui, un jour, hériterait de la planète. Mais pour l'heure, ils n'étaient que des témoins silencieux de l'ère des géants. Le Jurassique fut une période d'abondance, mais aussi d'équilibre fragile. La vie était devenue exubérante, mais dépendait d'un climat stable et d'écosystèmes complexes. De légères variations dans les courants océaniques ou l'activité volcanique pouvaient provoquer des perturbations locales, mais la Terre demeurait fertile et vivante. Cet équilibre, toutefois, partageait le destin de tous les précédents. Il était temporaire. Aucun empire biologique ne dure éternellement. Les scientifiques pensent que l'apogée des dinosaures résulta d'une combinaison de facteurs géologiques et biologiques. La fragmentation de la Pangée créa de nombreux environnements isolés, et cet isolement favorisa la diversité. Les espèces évoluaient séparément, s'adaptant à des climats, des végétations et des prédateurs différents. La Terre devint un immense laboratoire évolutif où l'expérimentation ne cessait jamais. Cette multiplication des formes et des stratégies de survie fit des dinosaures le groupe le plus prospère de tous les temps. Mais leur réussite ne fut pas uniquement physique. Beaucoup développèrent des comportements sociaux complexes, migraient en groupe et protégeaient leurs petits. Des fossiles découverts avec des nids et des œufs préservés montrent que plusieurs espèces prenaient soin de leur progéniture, un comportement qui contredisait l'image du reptile froid et instinctif. Cette nouvelle biologie, fondée sur la coopération, l'adaptation et la protection, fut ce qui leur permit de régner sur la planète pendant plus de 150 millions d'années. Le Jurassique fut également témoin d'une transformation silencieuse dans l'air et chez les plantes.
Les premières fleurs n'étaient pas encore apparues, mais les forêts de conifères et de fougères créèrent des écosystèmes riches et variés. Le cycle du carbone s'était stabilisé et la planète était devenue un système autorégulé. C'était comme si la Terre, après tant d'effondrements, avait enfin appris à maintenir la vie en équilibre. Pendant un temps, la planète sembla véritablement en paix. Mais l'équilibre a toujours un prix. L'activité volcanique persistait et les courants océaniques se modifiaient lentement. Le climat commença à se rafraîchir dans certaines régions et à devenir plus humide dans d'autres. Ces changements subtils provoquèrent des migrations massives et le remplacement d'espèces. Pourtant, les dinosaures continuaient de prospérer. Pour chaque groupe disparu, un autre apparaissait. La planète semblait vivre au rythme cyclique du renouvellement naturel. L'ère des géants fut plus qu'un règne des dinosaures. Ce fut l'apogée de la vie complexe sur la planète. La biosphère atteignit son niveau maximal de productivité. Chaque continent, chaque océan vibrait d'abondance et de diversité. La planète n'était plus une victime des catastrophes. Elle était devenue une machine à engendrer la vie. Le silence, d'après le Permien, s'était transformé en un chœur de voix, de rugissements et de battements d'ailes. Pour la première fois, la Terre semblait avoir vaincu la mort elle-même. Cependant, le cycle de la destruction ne dort jamais bien longtemps. Ce qui naît de la catastrophe porte en soi la graine du prochain effondrement. La fragmentation des continents se poursuivait, et sous les nouvelles plaques tectoniques, d'anciennes pressions recommençaient à s'accumuler. La planète était de nouveau en mouvement, et l'équilibre du Jurassique allait bientôt être mis à l'épreuve. Les géants régnaient, mais au-dessus d'eux, parmi les étoiles, un autre destin se dessinait déjà. Un visiteur lointain, une roche errante voyageant dans le vide, s'approchait lentement de la Terre. L'avenir du monde se préparait, et lorsque cette roche entrerait en collision avec la planète, plus rien ne serait jamais pareil. Pour l'instant pourtant, la planète vivait son apogée. La vie avait atteint le point le plus élevé de son histoire. Le rugissement des dinosaures résonnait comme le battement du cœur de la Terre elle-même. La planète était plus vivante que jamais. Les dinosaures dominèrent la Terre, les mers et les airs. Les forêts poussaient denses et luxuriantes, et le climat était chaud, stable et fertile. La Terre du Crétacé, il y a environ 140 millions d'années, était un paradis biologique, une ère d'expansion et d'abondance. La fragmentation des continents avait accéléré la diversité, créant de nouveaux environnements et de nouvelles formes de vie. C'était l'apogée de l'ère des géants, mais aussi le début d'une transformation silencieuse qui allait changer la planète à jamais. Les continents étaient désormais plus éloignés que durant le Jurassique. Le supercontinent Pangée s'était divisé en blocs plus petits, formant des mers intérieures et de longues chaînes montagneuses. Les courants océaniques devinrent plus complexes, régulant la température et apportant de l'humidité à des régions autrefois arides. Les forêts couvraient d'immenses plaines, et les océans grouillaient de poissons, de mollusques et de reptiles marins colossaux. La planète semblait avoir atteint l'équilibre parfait entre chaleur et vie. Mais ce que la nature appelle équilibre n'est en réalité que le court intervalle avant le changement. C'est au Crétacé qu'eut lieu l'un des événements les plus importants de l'histoire biologique, l'apparition des plantes à fleurs. Jusqu'alors, la planète était dominée par les conifères, les fougères et les cycadées. Mais un nouveau type de plante, les angiospermes, commença à se répandre. Elles possédaient des fleurs, des fruits et des graines protégées, ce qui leur donna un immense avantage évolutif. Les fleurs attiraient les insectes, et les insectes, en se nourrissant de nectar, transportèrent le pollen d'une plante à l'autre. C'était le début d'un partenariat évolutif qui allait façonner l'avenir de la Terre, la symbiose entre les plantes et leurs pollinisateurs. La planète se remplit de couleurs, de parfums et de nouvelles saveurs, et la base de la chaîne alimentaire commença à se transformer. Avec les fleurs apparurent les insectes modernes, abeilles, papillons, coléoptères et guêpes. Cette explosion de diversité stimula une nouvelle génération d'herbivores et de prédateurs. Les dinosaures adaptèrent leur régime et leur comportement. Les espèces herbivores développèrent des mâchoires plus puissantes et des dents complexes, capables de broyer les feuilles coriaces. Les carnivores, en revanche, devinrent plus rapides et plus stratégiques. Les écosystèmes du Crétacé étaient dynamiques et interconnectés, soutenus par un flux constant d'énergie entre plantes, insectes et reptiles. La planète était devenue un organisme vivant, vibrant dans un rythme parfait. Dans les océans, la vie prospérait également.
De nouvelles espèces de reptiles marins apparurent, tels que les homosaures, des prédateurs colossaux pouvant atteindre 15 mètres de long, chassant poissons, tortues et même d'autres reptiles. Les ammonites, avec leurs coquilles en spirale, dominaient les mers tandis que des bancs de poissons osseux formaient de véritables tempêtes d'écailles en mouvement. Le fond des océans constituait un univers à part entière, peuplé de coraux, de crustacés et de mollusques, tous participant au cycle sans fin de la vie et de la mort qui maintenait la biosphère active. Le climat chaud et stable permit la formation de vastes forêts tropicales et d'immenses marécages. Des régions qui sont aujourd'hui des déserts étaient alors couvertes de végétation dense et traversées de larges rivières. L'air contenait des niveaux d'oxygène plus élevés qu'aujourd'hui et chaque respiration nourrissait abondamment les organismes. Cette richesse atmosphérique fut l'une des raisons pour lesquelles les dinosaures purent atteindre des tailles si gigantesques. Le monde entier était un système d'énergie en expansion. La Terre semblait invincible et la vie éternelle. Mais sous tout cet éclat, quelque chose commençait à changer. Les forces géologiques demeuraient en mouvement et avec elles, l'équilibre fragile de la planète. Le volcanisme augmentait lentement, projetant des gaz et des particules dans l'atmosphère. Les courants océaniques commençaient à se modifier et les niveaux de dioxyde de carbone fluctuaient de manière irrégulière. De légères variations climatiques provoquaient des sécheresses dans certaines régions et des inondations dans d'autres. Les espèces habituées à la stabilité commencèrent à disparaître en silence, remplacées par d'autres plus résistantes. C'était comme si la Terre se préparait à quelque chose. Pourtant, la vie continuait. De nouvelles espèces apparaissaient à chaque million d'années. Le Crétacé fut aussi l'ère du développement des oiseaux primitifs, descendants directs des dinosaures théropodes. Le vol, autrefois réservé aux ptérosaures, devint un outil biologique encore plus raffiné. Les plumes, qui servaient à l'origine d'isolants thermiques, devinrent des instruments d'aérodynamisme et de beauté. Le ciel, autrefois dominé par des reptiles planants, était désormais traversé par des oiseaux agiles et gracieux. La vie avait appris à conquérir tous les éléments, la terre, la mer et l'air. Mais tandis que les dinosaures régnaient sur la surface, de petits mammifères continuaient de vivre discrètement dans l'ombre. Ils étaient minuscules, nocturnes et agiles, dotés de sens développés et d'un cerveau en pleine expansion. Ils se nourrissaient d'insectes et de fruits, échappant aux plus grands prédateurs. Bien qu'ils semblassent insignifiants, ils représentaient la graine d'un avenir lointain. La nature gardait en eux une nouvelle forme d'intelligence et d'adaptation qui, un jour, redéfinirait le destin de la planète. La fin du Crétacé approchait lentement, et avec elle s'alignait une série d'événements catastrophiques. Le volcanisme dans la région correspondant aujourd'hui à l'Inde s'intensifia, formant les traps du Décan, d'immenses éruptions qui durèrent plusieurs centaines de milliers d'années. Des millions de kilomètres cubes de lave furent expulsés, libérant des gaz qui modifièrent la composition de l'atmosphère et les niveaux d'oxygène. Le climat devint imprévisible, les mers commencèrent à s'acidifier et l'équilibre écologique fut rompu. Alors que la planète tentait de s'ajuster, un visiteur lointain approchait en silence. Un gigantesque astéroïde errant dans le vide depuis des millions d'années, attiré par la gravité de la Terre. Son destin était déjà tracé et sa collision marquerait la fin d'une ère. Mais nul n'aurait pu prévoir l'ampleur de la transformation à venir. La planète, qui avait tant de fois renaît, s'apprêtait à subir le choc le plus rapide et le plus destructeur de toute son histoire. Le Crétacé fut l'apogée de la vie et le prélude à la mort. Un monde luxuriant au bord d'une nuit éternelle. Et l'impact imminent ne mettrait pas seulement fin au règne des géants, mais ouvrirait la voie à l'essor d'une nouvelle forme de vie, fragile, minuscule et consciente. La planète vivait l'apogée de la vie. Des forêts denses couvraient les continents. Des mers tièdes abritaient des bancs de poissons sans fin, et des créatures colossales parcouraient la terre avec majesté. C'était la fin du Crétacé, et le monde paraissait stable, fertile et indestructible. Mais à des centaines de millions de kilomètres de là, un visiteur errant traversait le vide de l'espace. C'était une roche ancienne, une relique de la formation du système solaire, voyageant depuis des éons sans but. Son nom ne serait connu que bien plus tard, Chicxulub, et le jour de son arrivée marquerait la fin d'une ère, le jour où la planète entière plongerait dans les ténèbres. L'astéroïde mesurait environ 10 km de diamètre
composé de métal, de pierre et de glace. Une masse colossale se déplaçant à plus de 20 km par seconde. Lorsqu'il entra dans l'atmosphère terrestre, il brilla plus fort que 1000 soleils. La friction avec l'air l'entoura d'une aura de feu, et pendant quelques instants fugitifs, le ciel de toute la planète s'illumina d'un éclat qu'aucun être vivant ne pouvait comprendre. L'impact eut lieu à l'emplacement actuel de la péninsule du Yucatan, dans la région que nous appelons aujourd'hui le Mexique. En moins d'une seconde, l'énergie libérée équivaut à celle de milliards de bombes atomiques. L'onde de choc fut instantanée. Les roches fondirent, le sol se liquéfia, et un cratère de près de 200 km de diamètre s'ouvrit dans la croûte terrestre. L'océan fut projeté en colonnes de vapeur et de magma incandescent. Tout ce qui existait dans un rayon de centaines de kilomètres fut vaporisé. Forêts, rivières, montagnes, tout devint poussière et feu. La planète hurla, et la vie, sans comprendre, se tut. L'impact ne détruisit pas seulement une région, il transforma la planète entière. Des ondes sismiques parcoururent le globe, provoquant des tremblements de terre qui firent frémir les continents. Des volcans endormis se réveillèrent en éruptions successives, libérant des gaz toxiques et des cendres. L'atmosphère fut saturée de fragments de roches et de soufre, projetés à des dizaines de kilomètres de hauteur. Le ciel s'assombrit en quelques heures. Un crépuscule permanent enveloppa la Terre. Le soleil disparut pendant des mois, peut-être des années. Ce fut le début de ce que les scientifiques appellent l'hiver d'impact, une période de froid extrême, d'obscurité et de mort. Le premier jour, la chaleur de l'impact incinéra tout ce qui se trouvait à découvert. Des forêts entières furent réduites en charbon. Les animaux brûlèrent vifs et les mers bouillonnèrent de vapeur. Le deuxième jour, la chaleur céda la place à la nuit. Les particules projetées dans la stratosphère bloquèrent la lumière du soleil. La température mondiale s'effondra et la planète s'enfonça dans une longue ère de ténèbres. Le cycle de la photosynthèse s'interrompit. Les plantes moururent, les herbivores succombèrent à la faim et les carnivores suivirent peu après. La toile de la vie, tissée au fil de millions d'années, se défit en quelques semaines. Les pluies acides commencèrent à tomber peu après. Les particules sulfureuses, mêlées à l'eau, formèrent des tempêtes corrosives qui ravagèrent les écosystèmes. Les lacs et les rivières devinrent toxiques. Le sol, saturé d'acide, perdit sa fertilité. Même dans les profondeurs océaniques, la vie fut ébranlée. L'excès de débris bloqua la lumière et la température des eaux chuta brutalement. Le phytoplancton, base de toute la chaîne alimentaire marine, mourut en masse. Les océans devinrent des déserts froids et obscurs. Chaque jour, moins d'êtres restaient en vie. La planète semblait revenir à l'état mort qu'elle avait connu pendant le Permien. Les dinosaures, maîtres incontestés de la Terre depuis plus de 150 millions d'années, furent les victimes les plus emblématiques. Les géants herbivores moururent de faim et de froid. Les prédateurs, privés de proie, succombèrent peu après. Les nids, patiemment construits, furent recouverts de cendres. Le rugissement des titans s'éteignit. En quelques milliers d'années, un instant géologique, l'ère des géants prit fin. Seules de petites lignées survécurent. Oiseaux primitifs, crocodiles et quelques espèces de mammifères robustes. Le règne des dinosaures s'achevait dans le silence, et la planète, une fois de plus, devait tout recommencer. Le cratère laissé par l'impact de Chicxulub devint une cicatrice profonde, un rappel géologique de la fragilité de la vie. Pendant longtemps, les scientifiques débattirent pour savoir si cet événement fut la cause unique de l'extinction ou s'il coïncida avec le volcanisme des trappes du Deccan. Aujourd'hui, les preuves sont claires. Les deux phénomènes survinrent presque simultanément, créant une tempête parfaite. L'impact souleva suffisamment de poussière pour masquer le soleil, tandis que le volcanisme continua à libérer du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pendant des centaines de milliers d'années. La planète resta piégée entre le froid et la chaleur, incapable de se stabiliser. Ce fut l'effondrement complet du climat mondial. Mais comme dans toute fin, il existait la graine d'un nouveau commencement. Parmi les décombres et les cendres, de petits mammifères émergèrent. Ils avaient survécu cachés dans leurs terriers, se nourrissant de graines, de racines et d'insectes. Lorsque le monde retrouva la lumière, ce furent eux qui restaient pour reconstruire la vie. Les forêts recommencèrent à croître. Le climat s'adoucit et les océans retrouvèrent leur bleu profond. En quelques millions d'années, de nouvelles espèces comblèrent le vide laissé par les géants. La planète avait changé de gardien. L'impact de Chicxulub
fut l'événement le plus rapide et le plus dévastateur de l'histoire de la planète, mais aussi le plus décisif. Il mit non seulement fin au règne des dinosaures, mais ouvrit la voie à l'essor des mammifères, et finalement de l'humanité. Le chaos et la destruction donnèrent naissance à l'intelligence et à la conscience. La fin des géants fut le commencement d'une nouvelle ère de perception. La Lune, témoin silencieuse de la collision, refléta pendant des nuits la lueur rougeâtre des cendres terrestres. Elle semblait pleurer, voilée par le reflet d'une terre en deuil. C'était comme si le cosmos lui-même pleurait la perte d'un monde plein de vie. Mais la vie, résiliente comme toujours, préparait déjà son retour. Même au cœur du froid et des ténèbres, la planète n'avait jamais cessé de vouloir vivre. Et une fois encore, la Terre se releva de l'abîme. L'impact de Chicxulub fut le coup final d'une ère, mais aussi le présage de notre propre existence. La vie était morte, seulement pour un jour apprendre à penser à la mort. Lorsque le silence envahit la Terre après l'impact, il sembla que tout était terminé. Le ciel demeurait couvert, les océans étaient froids et les forêts réduites en cendres. Pendant un temps, la planète parut avoir oublié la vie. Mais sous le sol obscur, dans les fissures des roches et les profondeurs des cavernes, de petits survivants attendaient. Ils n'étaient pas imposants comme les dinosaures, ni dominants comme les reptiles du passé. C'étaient des créatures fragiles, de la taille de souris, couvertes d'un fin pelage et dotées d'une intelligence instinctive qui les avait maintenus en vie lorsque le monde s'était effondré. Ces petits êtres allèrent devenir les nouveaux héritiers de la Terre, les mammifères. Dans les premiers millénaires suivant l'impact, la planète restait hostile. Les températures demeuraient basses, la végétation rare, et des pluies acides tombaient encore à intervalles imprévisibles. Mais peu à peu, l'atmosphère commença à se purifier. La poussière cosmique se dissipa et la lumière du soleil perça de nouveau les nuages. La chaleur revint, et avec elle, la photosynthèse. Les plantes furent les premières à renaître, mousses, fougères et petites herbes, puis vinrent les forêts. L'oxygène augmenta, et la terre recommença à respirer. Et lorsque la terre respire, la vie répond toujours. Les mammifères, jusque-là habitants discrets des ombres, commencèrent à s'étendre. Leur capacité à réguler leur température corporelle leur donnait un immense avantage dans un monde instable. Tandis que les reptiles dépendaient encore de la chaleur externe, les mammifères pouvaient maintenir leur chaleur même dans le froid. De plus, leur gestation interne protégeait les petits des intempéries et le soin parental augmentait leurs chances de survie. Ils étaient peu nombreux mais persistants, et cette persistance allait tout changer. À mesure que les forêts recouvraient de nouveau les continents, les mammifères se diversifièrent. Certains s'adaptèrent à la vie dans les arbres, d'autres devinrent de rapides coureurs des plaines, et quelques-uns retournèrent à la mer. La planète, désormais libérée des géants, devint un vaste espace d'expérimentation biologique. Les écosystèmes se réorganisaient, et chaque niche vide était une opportunité. En quelques dizaines de millions d'années, la diversité des mammifères explosa. Apparurent les premiers ongulés, ancêtres des chevaux et des cerfs, les cétacés retournés à l'océan, donnant naissance aux dauphins et aux baleines, et les primates, créatures curieuses qui apprendraient à observer et manipuler le monde autour d'elles. Les océans se transformèrent eux aussi. Sans les reptiles marins du Crétacé, de nouvelles espèces de poissons et de mammifères aquatiques prirent le contrôle des eaux. Les ammonites disparurent, mais les coraux reconstruisirent des récifs éclatants. Les chaînes alimentaires marines retrouvèrent leur équilibre, et la photosynthèse du phytoplancton rendit de nouveau leur bleu aux mers. La planète recommençait à palpiter, plus fragile mais plus stable. La vie retrouvait son chemin comme elle l'avait toujours fait, même après l'apocalypse. Le climat de la période suivante, le Paléocène, fut marqué par un lent réchauffement. La Terre retrouvait l'énergie qu'elle avait perdue pendant l'hiver d'impact. Les forêts tropicales s'étendirent de nouveau, recouvrant des continents entiers. L'atmosphère se chargea de vapeur et d'oxygène, et le cycle des pluies redevint régulier. Les écosystèmes fleurirent, et avec eux les mammifères augmentèrent en nombre et en taille. Les descendants des petites créatures qui avaient survécu dans leur terrier commencèrent à occuper la place autrefois réservée aux dinosaures. C'était une nouvelle ère de domination, différente de toutes les précédentes, une ère d'intelligence, de souplesse et de chaleur. Mais la vie après l'impact n'était pas seulement reconstruction, elle était réinvention. Les mammifères développèrent des sens affinés et des cerveaux plus grands.
La vision nocturne, l'odorat sensible et l'ouïe fine devinrent des outils essentiels à leur survie. Ils s'adaptèrent à leur environnement non par la force, mais par la perception. Ce changement comportemental fut la graine de quelque chose d'inédit, la capacité d'apprendre. L'évolution de l'intelligence ne fut pas un accident, mais une réponse à l'instabilité de la planète. Chaque défi exigeait mémoire, stratégie et adaptation, des traits qui allaient façonner l'avenir de la vie sur Terre. Pendant ce temps, la planète continuait de se transformer. La fragmentation des continents se poursuivait et les courants océaniques redéfinissaient le climat. L'augmentation du dioxyde de carbone provoquait des périodes de chaleur intense, suivies de refroidissements soudains. La vie, une fois encore, oscillait entre les extrêmes. Mais il y avait désormais une différence. Les mammifères pouvaient migrer, chercher un abri et modifier leur comportement en réponse au changement. Ils ne faisaient pas que survivre, ils apprenaient à survivre. Et cela changeait tout. Les archives fossiles de cette époque montrent une Terre en pleine régénération. En quelques millions d'années, les mammifères avaient conquis tous les environnements. De petits rongeurs et carnivores parcouraient les forêts du Paléocène. De grands herbivores s'étendaient sur les plaines de l'Éocène. Et dans le ciel, les rapaces reprenèrent le rôle des ptérosaures disparus. La nature avait réinventé l'équilibre. Aucune forme de vie ne dominait totalement, et la diversité garantissait la stabilité. La planète semblait avoir tiré les leçons de ses propres catastrophes. Avec le temps, les primates se distinguèrent. Dotés d'une vision binoculaire et de mains capables de saisir, ils développèrent coordination et curiosité. Vivant dans la canopée, ils observaient, expérimentaient et mémorisaient. Chaque saut de branche en branche était aussi un saut évolutif vers la conscience. De ces ancêtres allait émerger, bien plus tard, une lignée qui lèverait les yeux vers les étoiles et se demanderait d'où elles venaient. Mais à cette époque lointaine, ils n'étaient encore que de petites créatures, survivant dans les ombres d'un monde nouveau. La planète avait changé. Les mers étaient plus claires, l'air plus pur et le climat plus doux. Les grands reptiles appartenaient au passé et la vie suivait un nouveau rythme. Pour la première fois depuis l'aube de l'existence, la Terre semblait appartenir à des êtres qui n'avaient pas besoin de la force pour dominer. Ce qui soutenait désormais l'avenir, c'était la capacité de penser, de ressentir et de prendre soin. Le feu de la destruction s'était transformé en lumière de conscience. L'ère des mammifères avait commencé. Et dans le silence après la catastrophe, la planète, une fois encore, recommençait sa propre histoire. L'histoire de la Terre n'a jamais été linéaire. Entre les grands cataclysmes qui ont presque effacé la vie, il y en eut d'autres, moindres en échelle mais tout aussi importants par leurs conséquences. Ce furent des événements qui, bien qu'ils n'aient pas détruit la majorité des espèces, redéfinirent l'équilibre écologique, ouvrirent la voie à de nouvelles formes de vie et mirent fin à des empires biologiques qui semblaient éternels. Ces cycles de destruction et de renouvellement silencieux sont connus des scientifiques sous le nom d'extinction mineure, des épisodes de nettoyage évolutif au cours desquels la planète réorganise sa propre complexité. La première de ces extinctions après la domination des mammifères eut lieu durant l'Éocène, il y a environ 50 millions d'années. Le climat de la Terre, qui s'était réchauffé depuis la fin de l'impact de Chicxulub, atteignit un point d'ébullition. Les températures moyennes étaient très élevées, et les pôles presque dépourvus de glace. Les forêts tropicales s'étendaient jusqu'à des régions aujourd'hui froides, et les océans grouillaient de vie. Mais l'excès de dioxyde de carbone, accumulé par un volcanisme intense et la décomposition organique, créa un déséquilibre dangereux. De faibles augmentations de température déclenchèrent le maximum thermique du Paléocène-Éocène, l'un des épisodes de réchauffement climatique les plus rapides et les plus intenses de l'histoire récente de la Terre. Pendant cet épisode, les calottes polaires fondirent presque entièrement, libérant le méthane emprisonné dans le pergélisol et les profondeurs océaniques. Ce gaz, bien plus puissant que le dioxyde de carbone, accéléra le réchauffement, créant un cycle incontrôlé. Les océans devinrent acides, la circulation des courants changea, et de nombreuses espèces marines disparurent. Pourtant, la vie terrestre prospéra de manière inattendue. De nouvelles plantes et mammifères s'adaptèrent à la chaleur, s'étendant vers les pôles. Ce fut un moment de réorganisation écologique, une redistribution de la vie qui prépara la planète pour son prochain chapitre. Lorsque la chaleur diminua enfin, la planète connut une brève phase d'équilibre, mais bientôt le pendule oscilla à nouveau, cette fois vers le froid.
Durant l'Oligocène, il y a environ 34 millions d'années, la glace fit son retour. Le niveau des mers baissa et d'immenses zones côtières devinrent des plaines arides. Les espèces adaptées à la chaleur tropicale furent repoussées vers les régions équatoriales, tandis que de nouvelles formes de vie apparurent dans les zones froides. Les mammifères commencèrent à croître en taille, développant un pelage dense et des réserves de graisse. La vie apprenait, encore une fois, à répondre aux changements extrêmes. Ces fluctuations de température et de chimie atmosphérique agissaient comme des filtres évolutifs. À chaque nouveau cycle, certaines espèces disparaissaient et d'autres, plus adaptables, prenaient leur place. La nature semblait tester ses propres limites, effaçant ce qui ne fonctionnait plus et expérimentant de nouvelles combinaisons génétiques. Tout au long du Miocène et du Pliocène, entre 25 et 3 millions d'années avant notre ère, la Terre connut d'innombrables ajustements de ce type. Des périodes de volcanisme intense, de déplacement des plaques tectoniques et de variation de l'axe de rotation de la planète provoquèrent des micro-catastrophes écologiques qui s'étendirent sur des milliers d'années. Ces soi-disant petites extinctions remodelèrent les écosystèmes de la planète avec la même force créatrice que les grands cataclysmes. Durant le Miocène, par exemple, la collision du sous-continent indien avec l'Asie donna naissance à l'Himalaya, modifiant profondément le climat mondial. Les moussons apparurent, les vents se réorganisèrent et de nouveaux biomes virent le jour. Les forêts denses se transformèrent en savanes et les animaux qui vivaient autrefois parmi les arbres durent apprendre à courir, chasser et voir de loin. C'est dans cet environnement que les ancêtres des félins, des équidés et des primates développèrent leurs traits modernes. Chaque changement géologique provoquait une réponse biologique immédiate. Les océans connurent eux aussi des transformations spectaculaires. La fermeture progressive de la connexion entre l'Atlantique et le Pacifique, avec la formation de l'isthme de Panama, modifia les courants océaniques et intensifia le transport de chaleur entre les hémisphères. Cela entraîna une redistribution des espèces et, en même temps, une nouvelle vague d'extinction. Les organismes marins dépendant des eaux chaudes virent leurs habitats disparaître, tandis que d'autres migrèrent et évoluèrent. La biologie marine devint un véritable mosaïque dynamique, façonné par chaque changement tectonique et climatique. Les archives fossiles montrent que ces extinctions mineures agirent comme des mécanismes de régulation naturelle. Elles empêchèrent la planète d'entrer dans des états de déséquilibre prolongés et stimulèrent l'innovation biologique. Sans ces cycles de nettoyage, de nombreuses lignées seraient devenues trop dominantes, freinant l'évolution. La diversité même qui existe aujourd'hui résulte de ces petites pertes et renaissances. En termes géologiques, la Terre ne détruit pas par malveillance, elle se réorganise. Cependant, chacune de ces transformations laissa des traces profondes. Des couches de cendres volcaniques, de sédiments marins et de fossiles fragmentés racontent des histoires de changements brutaux et d'adaptations forcées. Chaque période possède une signature unique, variation du rapport carbone, enregistrement d'oxygène et traces de métaux lourds. Ce sont les cicatrices chimiques d'une planète en reconstruction permanente, et en elles, nous pouvons lire l'histoire des vies venues et disparues, silencieusement, entre une grande catastrophe et une autre. Lorsque la planète entra dans le Pléistocène, il y a un peu plus de 2 millions d'années, une nouvelle série de changements commença, plus froide, plus rythmée, et d'une certaine manière, plus prévisible. Les glaciations devinrent partie intégrante du cycle terrestre, recouvrant des continents entiers de glace avant de se retirer. Ces ères glaciaires furent les dernières grandes épreuves avant l'arrivée de l'être humain. Des espèces de mammouths, de tigres à dents de sabre et de rhinocéros laineux dominèrent les paysages gelés, mais disparurent lorsque le climat se réchauffa à nouveau. C'était la nature, une fois encore, rééquilibrant l'échiquier de la vie. Les extinctions mineures montrent que la Terre ne recherche jamais la permanence, mais le mouvement. Elle alterne destruction et création comme une respiration. Chaque perte est aussi une libération, l'espace nécessaire pour qu'autre chose puisse advenir. L'évolution, dans son essence, est une danse entre la ruine et la renaissance. La planète, qui a déjà survécu à 5 grands effondrements, poursuit ses petits ajustements, nous rappelant que la stabilité n'est qu'une illusion géologique. Ces cycles de purification furent le prélude à la transformation finale, l'émergence d'une espèce qui, pour la première fois, aurait le pouvoir de provoquer une extinction mondiale sans recourir aux volcans
ni aux astéroïdes. Et cette nouvelle force ne viendrait pas des entrailles de la Terre, elle viendrait du cœur même de la vie. Pendant des milliards d'années, les forces qui façonnèrent le destin de la Terre furent naturelles, le feu, la glace, l'impact et le temps. Aucune espèce n'avait jamais interféré consciemment avec les cycles du monde, jusqu'à ce qu'une, petite et curieuse, commence à transformer l'environnement à l'échelle géologique. Cette espèce, c'est nous. Et pour la première fois dans l'histoire de la vie, l'extinction ne vient ni de l'espace ni du magma. Elle vient de l'intelligence elle-même. Les scientifiques appellent cette nouvelle époque l'Anthropocène, l'ère de l'homme, une période durant laquelle les actions humaines sont devenues comparables aux volcans, aux mers et aux plaques tectoniques par leur capacité à modifier la planète. Les villes s'étendent comme des formations rocheuses artificielles, les rivières sont détournées, les forêts abattues, et des espèces entières disparaissent à un rythme accéléré. La Terre, qui s'est toujours renouvelée par des causes naturelles, affronte désormais une transformation provoquée par sa propre création consciente. La 6e extinction de masse ne commença pas par un impact ni par des éruptions. Elle commença avec l'agriculture, avec le feu et avec les machines. Il y a moins de 10 000 ans, l'humanité entama un processus silencieux de transformation environnementale. La déforestation pour la culture modifia l'équilibre atmosphérique. L'utilisation des combustibles fossiles renvoya dans l'air le carbone emprisonné depuis des centaines de millions d'années. La planète, habituée à des changements lents, fut soudain forcée de s'adapter à une nouvelle ère en seulement quelques générations. L'extinction actuelle diffère de toutes les précédentes, non seulement par sa rapidité, mais aussi par son origine. Elle n'est pas le fruit de forces aveugles, elle est le fruit de choix. Le taux de disparition des espèces est aujourd'hui 1000 fois supérieur au taux naturel observé dans les archives fossiles. En moins de 3 siècles, l'humanité a transformé la surface de la Terre davantage que les glaciations et les impacts cosmiques des 100 derniers millions d'années. Les forêts anciennes ont été réduites de moitié, les rivières ont été barrées, les mers polluées, les sols empoisonnés. La vie recule, non parce que la planète le veut, mais parce que l'homme l'exige. L'Anthropocène est aussi une époque paradoxale. Tout en détruisant, l'humanité observe et comprend comme jamais les mécanismes de la Terre. Les satellites suivent la déforestation, les capteurs mesurent l'air et les ordinateurs simulent les futurs possibles. La science enregistre, avec une précision effrayante, l'effondrement qu'elle tente elle-même d'empêcher. La connaissance progresse au même rythme que la biodiversité décline. C'est une ère de conscience et de contradiction. Parmi les victimes les plus silencieuses de la 6e extinction se trouvent les pollinisateurs, les espèces marines et les micro-organismes du sol, invisibles mais indispensables. Sans eux, les chaînes alimentaires se brisent. L'effondrement ne commence pas avec les grandes créatures, mais avec les petites. Ce sont les abeilles, les coraux et les bactéries qui voient l'équilibre se rompre les premières. Lorsqu'elles disparaissent, le reste suit. La vie est une toile, et son fil central est en train d'être coupé. Le climat, qui a toujours guidé le rythme de la Terre, réagit désormais de manière imprévisible. Le réchauffement climatique intensifie les sécheresses, les tempêtes et les incendies. Les glaciers fondent, faisant monter le niveau des mers. Les écosystèmes se déplacent, cherchant à suivre la chaleur. Les espèces migrent vers des régions plus froides, mais toutes n'y parviennent pas. Le temps de l'évolution ne suit pas le temps des machines. Et le résultat est le même que lors des 5 extinctions précédentes. Un effondrement écologique en chaîne. Les scientifiques avertissent que nous avons déjà franchi plusieurs limites planétaires. Ce sont des frontières invisibles qui, une fois dépassées, rendent le retour à l'équilibre presque impossible. L'excès de dioxyde de carbone, la perte des forêts et l'acidification des océans sont des signes que la planète est entrée en état d'alerte. La Terre réagit. La chaleur extrême, les inondations et les crises alimentaires ne sont pas des châtiments. Ce sont les conséquences physiques d'un système déséquilibré. Mais même dans ce scénario, la résistance persiste. La vie insiste. Dans les forêts fragmentées, de petites espèces de plantes et d'insectes continuent de s'adapter. Dans les mers polluées, de nouveaux écosystèmes naissent autour des débris humains. La nature ne se rend pas, elle se réorganise. Le problème est que le rythme naturel de l'adaptation est bien trop lent pour suivre la cadence des transformations actuelles. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la survie d'espèces isolées, c'est la stabilité de la biosphère tout entière. La 6e extinction
est le reflet direct du pouvoir humain, mais aussi le miroir de sa responsabilité. Pour la première fois, une espèce comprend l'impact de ses actes et possède les moyens d'y remédier. Il reste du temps, affirment les scientifiques, mais l'horloge écologique avance. Chaque décennie d'inaction équivaut à des milliers d'années de déséquilibre. La fenêtre de régénération existe encore, mais elle se resserre à chaque récolte, chaque incendie, chaque tonne de carbone relâchée dans l'air. L'Anthropocène n'est pas seulement une ère géologique, c'est un miroir moral. Il révèle à quel point la vie est devenue l'otage d'un seul comportement collectif. Si l'humanité choisit d'ignorer les signes, son destin pourrait rappeler celui du Permien, l'époque où la Terre faillit mourir. Mais si elle choisit de comprendre, d'agir et de restaurer, l'Anthropocène pourrait devenir le contraire d'une extinction, une ère de convergence entre la conscience et la nature. Car peut-être que le véritable but de l'intelligence humaine n'est pas de dominer la Terre, mais de lui rendre l'équilibre qu'elle a toujours cherché. La planète est en alerte. Jamais la science n'avait observé autant de changements se produire en même temps. L'air, l'eau, les sols et les températures se modifient à un rythme qui dépasse la capacité naturelle d'adaptation de la vie. Les chiffres sont clairs, les données cohérentes, et la conclusion est inévitable. La Terre entre dans un nouvel état. La question n'est plus de savoir si le monde a changé, mais combien de temps il nous reste pour ralentir la transformation que nous avons nous-mêmes provoquée. En moins de 2 siècles, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a augmenté davantage que durant toute autre période des 800 000 dernières années. Les glaciers qui ont mis des millénaires à se former fondent en quelques décennies. Des océans entiers ont changé de composition chimique, devenant plus acides et plus chauds. Une hausse moyenne de seulement quelques degrés Celsius suffit à modifier les courants océaniques, à déplacer les zones de pluie et à transformer des écosystèmes entiers. L'équilibre qui a soutenu la civilisation humaine vacille sous nos yeux. La science observe ces signes avec la précision d'un médecin écoutant le cœur d'un patient en crise. Les satellites enregistrent la fonte des glaces polaires, les bouées océaniques mesurent le réchauffement des eaux, et les laboratoires du monde entier surveillent les gaz qui retiennent la chaleur dans l'atmosphère. Chaque donnée est une ligne dans un dossier médical planétaire qui révèle un diagnostic inquiétant. La Terre a de la fièvre. Les symptômes sont multiples. Incendies plus violents, tempêtes plus dévastatrices, sécheresses plus longues, vagues de chaleur plus meurtrières. Et tout converge vers un même déséquilibre énergétique. Le changement climatique ne touche pas seulement l'environnement physique. Il redéfinit les frontières de la société humaine. Des millions de personnes vivent déjà sous la menace du manque d'eau. Les récoltes échouent sur des régions entières. Les maladies tropicales s'étendent vers des zones autrefois froides. Les peuples côtiers perdent leurs terres au profit de la mer montante et les espèces montagnardes grimpent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'altitude pour survivre. Le monde naturel et le monde humain sont liés dans une crise sans frontières. Les causes sont connues et mesurées avec exactitude. La combustion des combustibles fossiles, la destruction des forêts tropicales, l'exploitation intensive des sols et la production industrielle à grande échelle sont les principales sources de déséquilibre. La Terre est couverte de cicatrices creusées par le progrès. Forêts transformées en pâturages, rivières en canaux, montagnes vidées jusqu'à l'épuisement. Chaque avancée matérielle de la civilisation moderne a un coût biologique qui s'accumule désormais à l'échelle planétaire. La facture est arrivée et elle s'exprime en chaleur, en perte de biodiversité et en instabilité climatique. Pourtant, la science ne parle pas seulement d'effondrement, elle parle de réponse. Les mêmes outils qui révèlent le problème indiquent les chemins de la régénération. Les technologies d'énergie propre, le reboisement à grande échelle, la restauration des écosystèmes et les nouvelles pratiques agricoles montrent qu'il est possible de réduire la pression exercée sur la planète. Les recherches en biologie et en chimie atmosphérique explorent des moyens de capturer l'excès de carbone et de le restituer au sol. Scientifiques, ingénieurs et environnementalistes œuvrent à concevoir un modèle de survie compatible avec notre siècle. Le défi, c'est le temps. La nature peut se guérir, mais elle a besoin d'espace et de répit. L'humanité, elle, vit encore au rythme de la précipitation. Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront le type de planète qui existera dans les siècles à venir. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la stabilité environnementale, mais l'avenir de toutes les espèces qui partagent ce monde. La science a déjà fait sa part. Elle a montré les preuves.
dresser les scénarios et proposer les solutions. Le reste dépend de la volonté collective de changer. La planète est en alerte, mais elle n'est pas encore condamnée. L'histoire géologique de la Terre prouve qu'elle a toujours survécu, mais cela ne signifie pas que nous survivrons avec elle. La différence de cette époque, c'est que, pour la première fois, il existe une conscience du danger et aussi le pouvoir d'y échapper. La nature n'a pas besoin de héros, seulement d'équilibre. Et c'est peut-être la plus grande leçon de la science moderne. Il ne s'agit pas de sauver la planète, mais de réapprendre à vivre avec elle. À chaque effondrement de l'histoire de la Terre, la mort semblait définitive. Des océans empoisonnés, des ciels couverts de cendres, des continents déchirés. Et pourtant, quelque chose a toujours subsisté. La vie, même réduite à son minimum, a trouvé un moyen de traverser l'impossible. Parmi les milliards d'espèces apparues et disparues, certaines ont tout enduré. Elles ont été façonnées par le feu, la radiation, le froid et l'absence. Elles sont les témoins vivants de l'histoire profonde de la planète, les survivants qui ont vaincu le temps. Dans les mers sombres et profondes, où la chaleur des sources hydrothermales pourrait détruire tout organisme, vivent des bactéries qui se nourrissent de soufre et prospèrent à des températures très élevées. Elles sont les descendantes directes des formes de vie les plus anciennes de la Terre. Elles existaient bien avant les dinosaures et si la planète mourait de nouveau, elles seraient probablement encore là après. On les appelle les extrémophiles, des créatures qui font de l'adversité leur demeure. Elles n'ont besoin ni de lumière ni d'oxygène. Il leur suffit de roches, de chaleur et de patience. D'autres survivants, visibles et silencieux, errent à la surface depuis des millions d'années. Les mots-crocodiles, descendants des archosaures du Trias, ont traversé toutes les grandes extinctions depuis l'époque des dinosaures. Ils ont peu changé, car ils sont nés déjà parfaits. Leur corps est une combinaison précise de force, de résistance et d'économie. Ils peuvent vivre des mois sans se nourrir, ralentir leur cœur et demeurer immobiles pendant que le monde se transforme autour d'eux. Ils sont le portrait de la persistance biologique. Dans les profondeurs de l'océan, le scolacanthe, un poisson que l'on croyait disparu depuis le Crétacé, fut redécouvert vivant en 1938. Son anatomie a peu changé en 300 millions d'années. Ses nageoires portent les mêmes structures qui permirent autrefois aux vertébrés de marcher sur la terre ferme. C'est un pont entre deux mondes, une preuve vivante que l'évolution n'est pas une ligne droite, mais un cercle qui revient toujours à son origine. Les Canfugers mamaros et les canprelles, plantes anciennes qui dominaient les marécages du Carbonifère, continuent de disséminer leurs spores comme elles le faisaient avant même l'existence des fleurs. Elles ont survécu aux glaciations, aux déserts et aux incendies planétaires. Leurs descendants croissent encore discrètement dans des milieux humides et ombragés, rappelant que la Terre garde toujours une place pour ce qui est simple et efficace. Parmi les organismes les plus énigmatiques se trouvent les tardigrades, minuscules créatures à 8 pattes, presque invisibles à l'œil nu. Ils supportent des températures proches du zéro absolu, des pressions supérieures à celles des abysses et même le vide spatial. Lorsque l'environnement devient mortel, ils entrent dans un état de suspension totale, sans métabolisme. Des années, des siècles, voire des millénaires plus tard, ils peuvent revenir à la vie avec une simple goutte d'eau. Ils représentent la limite extrême de la résistance biologique, des êtres qui transforment la mort en attente. On compte aussi parmi eux les requins, héritiers de lignées apparues avant les premières forêts terrestres. Ils ont survécu aux glaciations, aux impacts et à la destruction de leurs écosystèmes. Certaines espèces, comme le requin du Groenland, peuvent vivre plus de 400 ans. Leur sang contient des substances capables de résister à des températures extrêmes et aux infections. Ce sont les plus anciens voyageurs des mers, témoins d'une planète en perpétuelle transformation. La liste des survivants comprend également des organismes invisibles qui soutiennent toute vie au-dessus d'eux. Les cyanobactéries, responsables de l'oxygénation primitive de l'atmosphère, demeurent présentes dans chaque lac et chaque goutte d'océan. Elles ont créé l'air que nous respirons et accomplissent la même tâche depuis plus de 3 milliards d'années. Dans chaque respiration humaine se trouve une trace de ce travail silencieux et ancestral. Mais le secret de la survie ne réside pas seulement dans la résistance physique. Il réside dans la flexibilité, dans la capacité à se transformer sans perdre son essence. Les espèces qui durent sont celles qui s'adaptent, qui changent de comportement, d'habitat ou de forme. La nature ne récompense pas la force, mais la plasticité. La vie n'est pas statique. Elle se meut parmi les ruines,
et reconstruit ce que le temps détruit. L'étude de ces survivants est une fenêtre ouverte sur l'avenir. Si la Terre entre dans une nouvelle ère d'extinction, comprendre qui a résisté autrefois peut révéler qui résistera encore. Chacune de ces créatures porte une leçon. La vie ne disparaît pas, elle se réorganise. Même lorsque tout semble perdu, il reste toujours un fil biologique qui survit, prêt à relancer le cycle. Et peut-être est-ce là le plus grand message caché dans les ères géologiques, que la Terre ne renonce jamais, qu'après chaque destruction, elle trouve une manière de renaître, à travers des bactéries invisibles, des poissons oubliés ou de petites plantes qui refusent de mourir. Ces survivants sont le cœur permanent de la planète. Ils sont la preuve vivante que laisser la mort n'est jamais la fin, seulement la pause entre deux recommencements. Le destin de la Terre est écrit dans la lumière qui la réchauffe. Le soleil, qui a rendu possible chaque feuille, chaque mer, chaque respiration, est aussi l'horloge qui fixe la limite de la biosphère. Des étoiles comme la nôtre ne brûlent pas toujours de la même manière. Lentement, presque imperceptibles à l'échelle humaine, elles deviennent plus lumineuses et plus chaudes. Dans cette modification graduelle, patiente et inévitable repose l'avenir de tout ce qui vit sur cette planète. L'histoire racontée jusqu'ici, celle de 5 morts et de multiples renaissances, fut façonnée par des volcans, des impacts et des climats extrêmes. La prochaine grande force ne viendra pas de la Terre, elle viendra du Soleil lui-même. Au fil de centaines de millions d'années, la fusion nucléaire au cœur de l'étoile transforme l'hydrogène en hélium. Ce changement de composition altère l'équilibre interne et augmente peu à peu la luminosité solaire. Pour nous, un été plus intense ressemble à un caprice météorologique. Pour la géologie, c'est le présage d'un nouvel état planétaire. D'ici quelques centaines de millions d'années, l'énergie accrue fera évaporer davantage d'eau, épaissira l'humidité atmosphérique et amplifiera le réchauffement via la vapeur, puissant gaz à effet de serre. Les régimes de pluie se dérèglent, les déserts avancent, et les pôles cessent d'être des coffres de glace. Les bleus clairs des cartes reculent. La première frontière de la faim n'est pas le feu, c'est la soif. Quand l'évaporation dépasse la capacité des nuages à renvoyer l'eau au sol, la Terre entre en régime de serre humide. Les océans deviennent des cuves de vapeur. Le ciel, un dôme trouble et lourd. La chimie de l'air change. La photosynthèse, accablée par la chaleur et le manque d'eau, trébuche. Les forêts s'effondrent en mosaïques de végétation stressée, puis en clairière, puis en poussière. La biosphère, qui a déjà traversé 5 cataclysmes, tente une fois de plus de tenir l'équilibre. Elle renonce à l'exubérance pour ne garder que l'essentiel. La planète se rétrécit biologiquement, et malgré tout résiste encore un peu. À des échelles plus longues, la pression thermique l'emporte. La vapeur s'élève, la radiation la dissocie, et l'hydrogène, trop léger, s'échappe vers l'espace. C'est la lente fuite des océans. La Terre, jadis marine, devient un monde de salars, de croûtes minérales et de bassins desséchés. Sans eau liquide en surface, la photosynthèse s'effondre. L'oxygène décline, les réseaux trophiques supérieurs s'éteignent. Demeurent des micro-organismes dans des niches souterraines, des roches poreuses, des films d'eau piégés dans les minéraux, peut-être des écosystèmes éphémères sous des surfaces crépusculaires. La vie se réduit au minimum plausible et diffère la fin. Plus loin, l'étoile franchit une autre étape. Le Soleil, bien plus lumineux, pousse la Terre vers un effet de serre incontrôlé. La croûte chauffe, les minéraux se déshydratent et l'air lui-même s'assèche. Le paysage ressemble à une archive géologique ouverte. Fonds marins fossilisés, vallées polies par le vent, montagnes luisant sous un ciel blanc. La planète revient au silence minéral de sa jeunesse. Si quelque chose vit, cela vit caché, et pour peu de temps. Vient ensuite la grande métamorphose stellaire. Quand l'hydrogène central s'épuise, la fusion migre vers des couches externes et le Soleil commence à enfler. En face de géantes rouges, son rayon croît par dizaines puis centaines de fois. L'éclat transforme l'orbitation interne en fournaise. Mercure et Vénus disparaissent. La Terre, si elle n'est pas engloutie, est cuite jusqu'à son épine de fer. Des montagnes fondent comme de la cire géologique. Le manteau bouillonne près de la peau du monde, et nulle molécule organique ne subsiste. La dernière signature de la vie, feuillets de carbone, fossiles, minéraux biogéniques, est refondue dans le creuset thermique. La biologie devient physique. Le spectacle n'est pas éternel. En perdant de la masse et en épuisant son carburant,
Le Soleil expulse un cocon de gaz coloré, une nébuleuse planétaire. Au centre demeure le noyau mis à nu, une naine blanche, de la taille de la Terre, d'une densité inouïe. La lumière qui baigne notre monde n'est plus flamme, mais braise. Si la Terre existe encore, elle orbitera comme une ruine vitrifiée, sphère de roche recristallisée, sans air, sans eau, sans histoire active. Seulement une mémoire, minée dans le silence. Dans cet intervalle ultime, la planète ne meurt pas comme dans nos métaphores. Elle transmet son histoire. Les éléments qui firent feuilles et os, mers et nuages, se dispersent. Une part est soufflée par l'étoile en vent qui orne l'espace. Une part demeure captive des roches denses. Une part, bien plus tard, pourra rejoindre d'autres nuages de poussière, d'autres orbites, d'autres mondes. La continuité de la matière ne console pas, mais elle explique. La Terre, tant de fois renaissante, se dissout enfin dans ses cendres. L'extinction finale n'est pas un événement. C'est une tendance qu'on en accomplit. Reste toutefois une dernière strate. Entre aujourd'hui et cet horizon se logent d'innombrables décisions biologiques et culturelles. Le Soleil dicte la limite ultime. Nous décidons du trajet. Si la 6e extinction est contenue, la biosphère gardera sa diversité plus longtemps. Si nous persistons dans l'effondrement rapide, nous avancerons l'aridité que l'étoile n'aurait exigée que dans des ères lointaines. Le futur lointain du Soleil n'est pas qu'une image distante. C'est le miroir rappelant que le temps cosmique est immense, mais que le temps utile de la vie complexe est fini et précieux. Quand la lumière deviendra braise et la Terre, mémoire, l'univers n'aura pas nos noms, mais il gardera dans les minéraux et les traces chimiques la preuve qu'ici des mers chantèrent, des forêts respirèrent et des esprits comprirent. D'ici là, ce monde est encore bleu. Il pleut encore, il fleurit encore. Et tant que ce sera ainsi, ce que nous avons appris des 5 morts et du 6e demain doit guider chaque geste, prolonger la fenêtre habitable, protéger ce qui subsiste, rendre l'équilibre au système qui nous porte. Un jour, le Soleil manquera. D'ici là, que ne manque pas le discernement. La vie ne se rend jamais. Même après les plus grandes catastrophes, lorsque la planète semble vide et que le silence règne sur les mers et les montagnes, elle revient toujours. Il peut falloir des millions d'années. Elle peut changer de forme, mais elle revient. C'est la loi la plus constante de l'histoire de la Terre. Rien de vivant ne disparaît complètement. Tout se transforme. La vie n'est pas fragile, elle est patiente. Et le temps est son allié le plus fidèle. Après chaque extinction massive, la Terre est devenue un laboratoire de recommencement. Lorsque la glace de l'Ordovicien a fondu, les mers ont recommencé à palpiter. Après l'effondrement dévonien, de nouvelles formes de plantes ont conquis la terre ferme. L'enfer permien a donné naissance aux reptiles qui allaient dominer le monde. Le chaos triasique a ouvert la voie aux dinosaures, et l'impact du Crétacé a laissé place aux mammifères. Chaque fin fut aussi le commencement de quelque chose d'inédit. Sur Terre, la mort est le mécanisme du renouveau. Les roches racontent cette histoire en couches. Chaque strate de sédiments contient non seulement des cendres et des fossiles, mais aussi des signes d'adaptation. De nouvelles formes de vie apparaissent juste au-dessus de la destruction des anciennes. C'est comme si la planète respirait. Elle inspire la création, expire l'extinction. La géologie elle-même est le témoignage physique de la persistance biologique. Ce qui change, ce sont les formes, les visages de la vie. Mais l'élan vital, lui, n'a jamais cessé. Les scientifiques appellent ce schéma radiation évolutive. Après chaque extinction, la biodiversité explose dans de nouvelles directions. De petites espèces discrètes occupent les espaces laissés par les géants disparus. La nature utilise le vide pour expérimenter. La créativité biologique naît de l'absence. La vie fleurit parmi les ruines. Il en fut ainsi depuis le commencement. Et il en sera peut-être ainsi jusqu'au dernier jour de la planète. La force qui pousse ce retour est inscrite dans les molécules elles-mêmes. L'ADN est une bibliothèque de survie. Il conserve les traces de millions d'essais et d'erreurs s'ajustant à chaque génération. C'est une archive de mémoire planétaire, continuellement réécrite. Quand l'environnement change, les gènes changent aussi. Quand la planète tombe malade, la vie apprend à la guérir. La Terre et les êtres vivants forment un seul organisme, interconnecté et autorégulateur, dans une quête permanente d'équilibre. L'histoire des extinctions est donc celle de la renaissance. Aucun événement, si dévastateur soit-il,
n'a jamais effacé complètement l'élan d'exister. Même les extinctions qui ont éliminé 90% de la vie ont laissé assez pour un nouveau départ. Une seule cellule, un seul organisme résistant peut rallumer la flamme de la biosphère. La Terre sait se reconstruire, et le fait avec une élégance qu'aucune catastrophe ne peut interrompre. L'idée d'un retour éternel de la vie n'est pas de la philosophie, c'est de la géologie. Elle est inscrite dans les fossiles et les cycles du carbone, dans les oscillations du climat et dans les formes qui réapparaissent après le chaos. À chaque extinction, la nature redéfinit ce que signifie être vivant. Les créatures anciennes disparaissent, mais leurs structures reviennent sous de nouvelles versions. Le vol des oiseaux est né du saut des reptiles. Les mammifères sont venus des ombres laissées par les dinosaures. L'innovation est la réponse naturelle à la destruction. Aujourd'hui, tandis que nous faisons face à la 6e extinction, cette même force agit encore. L'humanité assiste à la perte accélérée d'espèces, mais aussi à la création d'autres. Dans les villes, de nouveaux écosystèmes apparaissent. Des insectes s'adaptent au béton, des plantes poussent dans les fissures, des animaux apprennent à vivre avec le bruit humain. La vie n'a pas besoin de permission pour continuer. Elle s'infiltre, se multiplie et transforme silencieusement le chaos en opportunité. Même lorsque la nature semble dévastée, le recommencement est déjà en marche. Des graines dorment des siècles en attendant la pluie. Des spores voyagent dans le vent jusqu'à trouver un sol fertile. Des bactéries survivent dans la glace et s'éveillent lorsque la chaleur revient. La vie est toujours aux aguets, prête à reconquérir le monde. Cette persistance invisible est le véritable moteur de la Terre. Chaque grande extinction fut une pause, non une fin. La Terre est la scène d'un drame sans fin, où l'intrigue se répète, mais où les personnages changent. À chaque acte, de nouvelles formes de vie apparaissent, jouant le même rôle universel, exister, malgré tout. Et dans ce mouvement continu de mort et de renaissance, la Terre trouve son équilibre, car vivre, au fond, c'est apprendre à recommencer. Et tant qu'il restera un fragment de lumière, une molécule d'eau, une étincelle d'énergie, il y aura aussi le retour de la vie. L'histoire de la Terre est à la fois une tragédie et une promesse. En ces 4,5 milliards d'années, elle a mouru bien des fois. Elle fut recouverte de glace, incendiée par des volcans, frappée par des astéroïdes et étouffée par des gaz toxiques. Pourtant, elle a survécu. 5 fois, la vie a presque disparu. 5 fois, elle est revenue. Et maintenant, face à une nouvelle crise, la planète nous observe encore, attendant de voir quel rôle l'humanité choisira dans cette 6e ère. Chaque extinction fut un avertissement. L'Ordovicien a montré que le froid peut paralyser l'océan. Le Dévonien a prouvé que le verre peut aussi étouffer. Le Permien a démontré que le feu peut brûler jusqu'à l'air. Le Trias et le Jurassique ont rappelé que le chaos peut ouvrir un espace pour la création. Et le Crétacé a révélé que même les plus grands êtres peuvent tomber en un clin d'œil. Aucune ère ne fut éternelle. Nulle domination n'a duré toujours. La Terre n'appartient pas à ceux qui y vivent. Elle appartient au temps. Aujourd'hui, le temps est devenu conscient. Nous sommes la première espèce capable de comprendre ce qui se passe pendant que cela se passe. La science est le miroir de cette conscience. Elle enregistre, analyse et prévoit. Mais comprendre n'est pas agir. Savoir qu'une extinction est en cours ne suffit pas à l'arrêter. Ce qui manque à l'humanité, ce n'est pas la connaissance, c'est la responsabilité. Et c'est peut-être ce que l'Anthropocène tente d'enseigner. Un pouvoir sans soin n'est qu'une autre forme de destruction. La leçon des 5 morts est simple et définitive. La planète se rétablit, mais la vie ne revient jamais identique. Lorsqu'un équilibre est rompu, il faut des millions d'années pour se refaire. Chaque espèce perdue est une bibliothèque qui s'éteint, un code génétique qui ne peut être réécrit. Si l'humanité persiste à agir comme une force d'extinction, l'avenir pourrait nous retenir comme une couche de fossiles de plus, consignée parmi les aires de destruction. Mais si elle choisit la voie de la préservation, elle pourrait devenir la première espèce à comprendre et à interrompre une catastrophe globale avant son achèvement. La Terre n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être respectée. La planète a déjà survécu à de pires désastres que nous. Le vrai risque n'est pas la fin du monde, mais la fin de notre place en son sein. La vie continuera d'une manière ou d'une autre. L'enjeu est de savoir si nous en ferons partie. Voilà la 6e décision, celle qui peut encore s'écrire. Tandis que la glace fond, que les forêts respirent et que les graines germent,
La Terre tente encore de nous enseigner. La même force qui a permis le retour de la vie après chaque catastrophe agit toujours aujourd'hui. À nous de décider si nous en serons la continuité ou l'obstacle. Car s'il est une vérité qui traverse toutes les ères, c'est bien celle-ci. La vie trouve toujours un chemin, mais elle ne le trouve pas toujours avec nous. L'histoire des 5 grandes extinctions est celle d'une planète qui n'a jamais abandonné. Et peut-être qu'en le comprenant, l'humanité apprendra enfin à demeurer. La Terre est ancienne, patiente et juste. Elle rend tout, ce qu'elle reçoit et ce qu'elle perd. Et à la fin, lorsque le bruit de la civilisation se taira, le même son qu'autrefois emplira l'air. Le vent, la pluie, le chant lointain des créatures qui auront tenu. La planète poursuivra sa route comme elle l'a toujours fait. Ainsi, le voyage s'achève. La Terre, qui est morte et renaissante tant de fois, continue de tourner en silence sous le même soleil qui, un jour, la verra s'endormir. Chaque extinction fut une pause, chaque recommencement, une chance. Et tant qu'il y aura de la lumière, le cycle se poursuivra. Car la vie, sous toutes ses formes, à toutes les époques, n'oublie jamais le chemin du retour. Ferme les yeux. Imagine les mers anciennes, les vents anciens, les forêts qui, autrefois, couvraient le monde. Elles sont toujours là, en fragments, en graines, en souvenirs gardés dans la pierre et dans l'eau. La planète respire lentement, mais elle respire encore. Merci d'avoir accompagné ce voyage à travers l'histoire profonde de la Terre. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et dis-nous d'où tu nous écoutes. Ainsi, nous gardons vivant la curiosité, la science et l'amour pour notre petit monde bleu, le seul que nous connaissons, et le seul qui s'obstine à toujours recommencer, malgré toutes les menaces de l'univers et les grandes extinctions. Fais de beaux rêves, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.